Salut à tous, alors bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Donc là, je suis à nouveau accompagné de mon associé et ami Pierre. Mais aujourd'hui, c'est un format de nouveau interview et un format différent où je vais lui tourner le micro. D'habitude, c'est lui qui me pose des questions et on échange. Mais là, aujourd'hui, comme il a un parcours de vie très, très inspirant, j'aurais voulu qu'on échange justement sur ce fait-là et qui nous explique ce qu'il a fait, tant au niveau professionnel que sportif. Et ça pourra en inspirer plus d'un, je pense. Donc, il va nous expliquer tout ça. Donc, déjà, présente-toi. Bon, on te connaît déjà par rapport aux vidéos qu'on a fait ensemble. On a expliqué un petit peu notre parcours dans une précédente vidéo YouTube. Mais présente-toi un peu qui tu es, Pierre, du coup. Alors, bonjour à tous. Ça fait bizarre de se retrouver de ce côté-là. Donc, moi, je m'appelle Pierre Amann, j'ai 35 ans. J'ai toujours du mal à me définir, à me présenter. On va dire que je suis entrepreneur dans tout ce qui est sport, nutrition, santé, bien-être. Voilà, j'ai plusieurs structures et j'ai plusieurs casquettes. Voilà, ça peut très bien aller du coach sportif, je peux faire du yoga, du reiki, ça peut être emmener des gens faire une balade, une randonnée, un trail. Puis je peux très bien aussi faire du marketing avec ma société J'alimente ma santé ou avec celle de Guillaume. Donc voilà, on va dire que je suis chef d'entreprise dans ces domaines-là, c'est ce qui me correspond mieux parce que je fais rarement des tâches enfin, je peux difficilement me mettre une étiquette unique sur le dos, quoi. Voilà. Multi-tout, un petit peu. Ouais, voilà. J'aime pas du tout m'enfermer dans un truc. Donc, on va dire que j'ai créé un petit peu mon boulot. D'ailleurs, c'est un peu, tu parlais de marketing, de digital, etc. C'est ce qui nous a réunis dans l'aventure entrepreneuriale, du coup, parce que Ouais. tu m'épaules sur ce plan-là et tu t'occupes de cette partie-là, du coup. Donc, ça a été d'une grande aide et je te remercie encore aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bien. Et tous les projets qu'on a ensemble et qu'on a à venir donc, se concrétisent bien. Donc, c'est plutôt cool par rapport à ça. Et moi, ce que j'aurais voulu que tu nous partages, c'est un petit peu aussi ton cheminement de vie. C'est-à-dire qu'on avait évoqué le mien et que tu m'avais entraîné dans la spirale du sport, dans la spirale positive, etc., du sport. Mais ce que j'aimerais que tu reviennes un petit peu plus en arrière et expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait en tant que adolescent, etc., etc., comment tu as évolué dans le monde. Ouais, carrément. Du coup, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Faut bien dire que nous, on se connaît depuis qu'on a 15 ans quasiment. Ouais. Donc, ce qui est super, c'est que Guillaume, il pourra assurer que tout ce que je dis, c'est pas des bêtises. Donc voilà, tu auras vécu la plupart de mes aventures et tu es témoin de tout ça. Donc ça, c'est Exactement. cool. Voilà. Euh, donc on va attaquer. Moi, j'ai grandi au même endroit que toi, dans le nord-est de la Ouais, France. ouais, ouais. Voilà, dans les coins de Metz, Thionville, pour ceux qui connaissent. Donc un petit village. J'ai toujours été tout le temps dehors. Moi, quand je vois les gosses, là, on a la petite de ma femme, elle a 13 ans. Ils sont tout le temps devant les écrans, sur les Pas la même téléphones. génération quand même, quoi. Ouais, en fait, moi personnellement, c'était pas du tout ça. On en a déjà parlé tous les deux. Mais moi, j'étais tout le temps dehors, en fait. J'aimais bien le club Dorothée, mais après, il n'y avait plus rien à la télé qui était sympa. Donc, c'était le mercredi matin ou le matin, le week-end, mais sinon, j'étais tout le temps dehors. On n'avait pas des grands, on avait la Super Nintendo ou la Nintendo. Donc, moi, je construisais des cabanes, je faisais du vélo, je faisais du sport. J'étais hyper actif, en fait. Dès très jeune, j'avais 4-5 ans, ma mère, elle a été chez le doc parce que je tenais pas en place. J'étais complètement fou et il lui a dit, il faut le canaliser, il faut lui faire du sport à ce gamin-là. Donc, elle m'a inscrit à tous les trucs possibles et imaginables. Elle m'a inscrit au foot, elle m'a inscrit au judo. Là, je vois qu'il rigole quand je dis foot parce que je suis nul au foot. Guillaume. T'aimes pas trop le foot en plus. Et pourtant, tu m'as suivi dans les stades, hein, parce que moi, j'aime bien le foot, donc tu m'as suivi dans les stades à aller voir des matchs, quoi. Ouais, carrément, j'ai supporté. Mais non, non, en fait, je suis vraiment nul dans tout ce qui est sport d'équipe. Elle m'a mis au handball, au basket. Mais à chaque fois, j'ai arrêté au bout de 2-3 mois. Il n'y a que le judo, j'ai fait 2 ans à peu près. J'avais bien aimé. Et puis, vers mes 8-10 ans, elle m'inscrit dans un club de VTT, en fait. Et là, ça a été un peu le coup de foudre. C'était au même club de VTT que Et là, on Guillaume se connaissait allait. pas.
Ouais, on ne se connaissait pas à l'époque-là. On avait dû se croiser, mais c'était un gros club quand même et on ne roulait pas forcément ensemble. Et du coup, je tombe à fond là-dedans. Je sais pas, j'ai 8-10 ans, je fais des premières compétitions et je le fais jusqu'à 15-16 ans. Moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite. On va y venir un petit peu plus tard dans ma pratique sportive. Donc, au sein du VTT, j'ai tout testé en fait, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le club, il y avait une Ouais, partie descente, une partie trial, une partie freeride, une partie plus route, cyclisme, cross-country. Et c'est vrai que du coup, durant ces quelques années-là, j'ai un peu tout testé, quoi. J'avais fait des compétitions de trial, j'avais fait des compétitions en descente dans les Vosges, tu sais, on ouais, était ouais, avec un des moniteurs qui aimait bien ouais. ça. Il nous emmenait avec sa remorque. Il a une grosse remorque qu'on accrochait tous les vélos. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu touché à tout et ça m'a permis aussi de développer quand même une bonne faculté au niveau de l'endurance et tout ça, quoi. Vers 16 ans, bah, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Voilà, c'est quand j'ai commencé à rencontrer Guillaume, hein, voilà, Exactement. La il y a une mauvaise. mauvaise influence sur moi, hein. Bah, je plaisante, mais on était tous les deux un peu foufous, hein, donc on a commencé à picoler, voilà, à faire Ouais, des ça fait plaisir, soirées, ouais. Sortir à en faire boîte la, et compagnie. Ouais. ouais, à faire la fête. Puis on avait un tempérament quand même assez sanguin tous les deux, donc aussi un petit peu les bagarres, des trucs comme ça, des week-ends agités. Et puis on tombait, on était toute une bande de copains, plein de testostérone, à C'est faire. sympa, hein, ça a servi quand même d'expérience, hein, tout ça. Ouais, carrément, c'était génial. On travaillait pas super bien à l'école, on était tout le temps en boîte de nuit le week-end. Pareil, hein, moi je me rappelle, on te rappelle, on était tout le temps sur les bancs à squatter. Je rentrais de l'école, on traînait à gauche à droite, c'était les copains, et les motos, toi c'était les motos. Ben voilà quoi, c'était cette ambiance-là. Et puis professionnellement, tout ça sur le côté-là, moi j'aimais pas l'école, Ennuyé, quoi. Tu t'ennuyais un petit peu. je m'ennuyais sévère, je m'étais orienté vers un cursus de compta, tu te rappelles? Ouais. J'avais fait de la comptabilité, du commerce. J'obtiens mon bac, c'était un bac STT à l'époque. Euh, Mais ça, par contre, tu avais quand même toujours pour revenir un petit peu en amont, tu avais quand même toujours ce truc d'informatique aussi, par contre, ouais, hein. Tu étais effectivement. énormément orienté quand même là-dessus, quoi, personnellement. Ouais, ouais, ça c'est cool que tu en parles, tu vois, j'avais oublié, c'est pour ça que c'est bien parce que Guillaume m'interviewe, mais il me connaît, donc si j'oublie des trucs, il peut le dire. C'est vrai qu'il y a eu une période vers mes 12 ans à peu près où je suis rentré dans une salle tu sais, c'était les salles de jeux en réseau, ça s'appelait, je sais pas si tu te souviens, sous les arcades, ça s'appelait Diffintel Micro, peut-être Ouais, t'achetais tes jeux, tu bref. connais mon amour Ouais, pour les jeux vidéo et tout ça. ouais, toi c'était Je connais pas ton monde. rien là-dedans, moi. Carrément, et je sais que tu n'étais pas fan. Moi, je suis rentré dans ce magasin et il y avait une arrière-salle en fait de jeux en réseau derrière. Et en fait, je suis tombé amoureux. C'était tout au début, hein, c'était les gros ordinateurs où on jouait en réseau. Les Et c'était la première. Warcraft, ces trucs-là, c'est ça? Ouais, ça n'existait même pas encore. Ah, C'était Counter-Strike à l'époque. C'était un jeu justement de ah guerre. oui. Ouais. Et ça ressemblait un petit peu à Call of Duty, tu vois, maintenant. Et je me mets à ce jeu, je commence à tomber à fond. C'était tout le début d'Internet. Donc, je tanne mon beau-père et ma mère pour qu'ils m'achètent l'ADSL, pour qu'ils s'abonnent à l'ADSL. Et mon beau-père, en fait, travaillait comme prof dans un lycée technique et il avait besoin d'une bonne connexion Internet pour ses travaux. Donc, bon, ça, c'est bien fait. Et on était un des premiers dans la région, enfin, dans notre ville, à avoir une bonne connexion Internet. Et là, j'ai découvert l'univers des jeux en réseau et je suis devenu un geek, malgré que j'étais tout le temps dehors et que je faisais beaucoup de sport. Dès que j'avais du temps, le week-end ou quoi, que j'étais à la maison, en tout cas, eh ben, je le passais sur les écrans, sur les ordinateurs. J'ai même démonté mon premier ordinateur quand j'étais gamin. J'ai fait assembler un ordinateur spécial pour jouer. Donc voilà, j'étais à fond dedans et tout ce qui est digital, réseau, Internet, craquer des trucs, bah, j'étais là-dedans et puis j'ai gardé. Donc, indirectement, tu vois, ben ça, on en revient, et ça, on en a déjà parlé souvent, c'est que toutes les expériences qu'on peut vivre et qu'on dit peut-être négatives quand on y repense, ben, en fait, Ouais. elles nous servent dans le futur, en fait. C'est ça. Mais exactement. D'ailleurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai la petite de ma femme là, qui s'appelle NJ, du coup, elle a 13 ans et ma femme s'appelle Céline. Et des fois, elle s'inquiète, elle dit ah, tu te rends compte, la petite est toujours sur ses écrans et tout. Je suis d'accord d'un côté, mais en même temps, moi, j'étais pareil et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une entreprise, plusieurs entreprises en ligne, en digital, et c'est ce qui me permet de vivre. Ouais.
Donc, Ouais. on vit quand même dans un monde digitalisé. Donc, je me tourne, voilà, je fais un bac commerce, voilà, comptabilité et commerce. J'aime bien tout ce qui est informatique, donc je m'en sors plutôt pas mal. Sauf que le truc, c'est que je suis toujours débordant d'énergie. J'adore le sport. Je commence à me mettre à la musculation à l'époque. Tu te rappelles, Ok. j'avais acheté un banc de Ouais, muscu. J'avais déjà des résultats qui étaient ouais, sympas. c'est vrai. C'est vrai. Je me En peu souviens, de temps, hein. En peu de temps en plus, hein. ouais, Parce je que prenais tu des. es relativement très maigre. Ouais, au début. Ouais. Dire, quoi. Et tu as rapidement pris quand même de la masse musculaire, quoi. Ouais, carrément. Donc, j'ai 16 ans quand bah, je fais mon premier plan alimentaire. Je m'achète des protéines. Je commence à me renseigner sur tout ça. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Enfin, Internet, ça n'existait pas, quoi. Hein. C'était le néant absolu. Donc, je m'achète un banc de muscu, des haltères. Ma mère, elle me fait une dérogation pour m'inscrire à la salle de sport. Et je lis des magazines. Je demande des conseils aux mecs qui sont énormes à la salle. Parce qu'on est en quelle année, là? Moi, j'ai 35 ans. On était en 80... Les années 99. 2000, à peu près, c'est ça? Ouais, Ouais. en 2000 à peu près, ouais. Donc, il n'y a pas Internet. Les gens qui vont dans les salles de sport, le fitness, personne ne connaît, quoi. Les gens, ils vont en salle, c'est que des Golgoth, c'est que des mecs qui ont 40 ans. Ils sortent du boulot, ils vont s'entraîner, ils poussent comme des bourrins. Moi, je me rappelle, c'était aller à la salle, tout le monde était là. Moi, j'avais 16 ans, voilà, j'étais comme ça. Je me dis au secours, qu'est-ce que je fais là? Mais j'aime bien. Puis je commence à adhérer au truc. Tu vois, j'avais des résultats sympas. Et puis, je vois bien que professionnellement, je me fais royalement chier, tu vois. J'ai mon bac, j'ai 18 ans, et je ne sais pas si tu te rappelles de cette période, mais j'avais commencé un BTS management des unités commerciales. Ouais, le même que j'ai fait direct. Ouais, 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 ouais. le même que tu as fait. Et je fais un stage, tu sais, il y avait des stages en entreprise, et je tombe à Sierck, à Sierck-les-Bains, c'est un tout petit village à la frontière luxembourgeoise, allemande, Ouais. voilà. Et en fait, je tombe dans une banque, je fais un stage dans une banque de quelques semaines et j'étais au bout de ma vie. Ils m'ont mis au guichet, donc je devais donner des pièces, des petites pièces rouges à des grands-mères. Tu t'es dit, c'est pas pour toi, quoi. Ah non, mais en fait, j'ai pété littéralement un câble, en fait. Et j'ai toujours été passionné justement par tout ce qui est groupe antiterroriste, donc Call of Duty, Counter-Strike, ces jeux-là, mais ça me passionnait, mais un truc de fou. J'avais envie d'incarner ça. Et donc, électrochoc, je me vois faire toute ma vie dans un bureau, à donner des pièces à les petites vieilles. Et là, je me dis, non, mais c'est pas pour moi du tout. Deux, j'aimais bien un petit peu, voilà, les trucs entre mecs, un peu la castaille, les trucs comme ça. J'aimais bien les sports d'endurance, aller courir, faire du vélo. J'aimais bien la muscu. Je me dis, bon, au final, je vais être tout le temps avec des mecs. On va être à faire plein de sports. L'armée, ça a l'air d'être un truc intéressant. Ouais, je m'en souviens de ça, hein. Je m'en souviens quand tu… Ouais, Et puis, c'est ce qui est, ben, après, ce qui est dingue avec toi, ben, ça, on en reviendra par rapport à ton parcours, c'est que tu as toujours un petit peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas les autres, mais tu écoutes foncièrement tes envies et ce qui t'anime. Et quand tu nous avais dit à l'époque, ben, je pars en étant militaire, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de… C'était quitte ou double, quoi, je veux dire, tu vois, tu nous l'as dit un petit peu du jour au lendemain comme ça. Donc, nous, on s'est dit, bah, il devient fou. Tu avais ton ex-copine de l'époque aussi qui n'était pas forcément en accord avec ce principe-là, tu vois, mais tu as quand même suivi tes envies par rapport à ça. ouais, c'est ça. Puis ce qu'il faut dire, c'est que moi, en fait, j'ai pas eu de. Mon père, il est parti de la maison quand on avait. Moi, j'avais 7, 8 ans et il était alcoolique, donc il n'était pas là. Il travaillait tout le temps et quand il n'était pas au travail ni à la maison, il était bourré, donc il était au café ou avec les copains. Donc, en fait, j'ai pas eu de père. Et moi, le fait de retourner à l'armée, ça m'a permis de recréer des repères. Et moi, en tant qu'homme adulte, avait besoin de cette autorité, de ce repère paternel et avait besoin, une partie de moi avait besoin de se reconstruire et d'avoir cette autorité qui me guide. Parce qu'au final, j'étais un petit con, hein, voilà. Hein. Je ne savais pas me faire cuire un œuf, j'étais tout le temps devant mes jeux. Quand je n'étais pas devant mes jeux, je picolais. Enfin, voilà, je n'avais pas de structure dans ma vie, j'avais aucune discipline, à part un petit peu le sport et tout ça. Mais sinon, voilà, je voyais bien que intérieurement, peut-être plus subtilement, je filais un mauvais coton et que je n'étais pas épanoui non plus, quoi. Donc, comme tu le disais, voilà, du jour au lendemain, j'annonce à tous mes potes, à mes parents, ma copine que je pars à l'armée. Donc, gros électrochoc. Et je ne voulais pas faire un truc de rigolo, quoi. Je ne voulais pas aller dans la marine, je ne voulais pas aller dans l'armée de l'air, je ne voulais pas aller dans le génie, construire des ponts, je ne voulais pas aller dans les transmissions, alors qu'il y avait un régiment de transmission, tu te rappelles, juste à côté de Ouais, chez nous. ouais, Hein.
40e RT, c'était ça. Ouais. Donc voilà, moi je voulais faire un truc de dingue, voilà. Donc j'ai choisi d'aller dans l'infanterie. Donc je pouvais prétendre à être sous-officier, chose que j'ai refusée parce que dans l'infanterie, il fallait attendre 1 an. Et vu que j'étais complètement dépité suite à mon stage à la banque, j'ai dit non, 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 c'est mort. J'ai appelé le recruteur, je dis vous me faites rentrer dans un régiment le plus tôt possible, je n'en peux plus, je veux partir le plus vite possible. Et tu te rappelles, ça s'est fait vite quand même. Ouais, rapidement, ouais, rapidos. Ouais. Ouais. Donc, je suis parti là-bas, je me rappelle, c'était au mois de décembre, et je me suis engagé donc, au 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg. C'était à quoi, à 2 heures de chez nous. Et c'était un peu à l'orée des Vosges, quoi. C'était dans la nature, juste avant les Vosges. Et donc, j'arrive là. Hein. Moi, j'étais civil, j'avais 18 ans, 19 ans. Et aucune, à part mes jeux et tout ça, aucune connaissance du monde militaire. Hein. Ça me passionnait, mais voilà, je lisais les magazines Raid, là, quand j'allais au marchand de journaux, mais j'étais pas plus. Enfin, aucune personne dans ma famille avait été militaire. Mon grand-père, enfin, ils avaient fait la guerre, comme beaucoup dans notre région. Hein. Ouais. Mais sinon. Voilà. Et donc, ça se passe bien. Je fais mes classes. On arrive, on était une cinquantaine. Donc, ouais, c'était un régiment. Le surnom du régiment, c'était la Petite Légion. Parce que c'était un régiment qui était réputé. Ouais, c'était même là, hein, pour ceux qui cherchent, c'est le plus vieux régiment de France. Donc, c'est un régiment qui tient à avoir des hommes rustiques. Et le fait que ce soit dans les Vosges, c'est quand même costaud. Donc, l'infanterie, pour ceux qui ne savent pas, c'est les combattants. Voilà. C'est vraiment. Je ne dirais pas la chair à canon, hein, mais c'est ceux qu'on envoie en première ligne. Par exemple, en Afghanistan, là, toutes les personnes, quand vous voyez, dans la plupart des cas, des personnes qui sont mortes ou des choses comme ça, sauf les personnes qui sautent sur des mines, où là, c'est plutôt le génie. Mais les personnes qui meurent au front, au contact, c'est des personnes qui sont dans l'infanterie. C'est une arme, et dans l'infanterie, vous avez les parachutistes, vous avez l'infanterie de marine, vous avez l'infanterie basique qui est motorisée, comme nous, on était, donc sur des véhicules de l'avant blindés. Donc ça, typiquement, voilà, c'est l'infanterie. Après, il y a plusieurs spécialités dans l'infanterie. Il y a celui le radiotireur, qui va être au-dessus du véhicule blindé, qui va avoir un gros calibre, une 12-7. Il y a le tireur de précision, il y a le tireur anti-char, il y a le tireur qui a une mini-mitrailleuse, il y a le radio. Enfin, voilà, il y a plein de spécialités. Donc, moi, je m'engage pour être tireur de précision à la base. Donc, je signe pour ça. Parce que ça me passionnait, que j'avais 12 sur 10 aux yeux, donc je pouvais prétendre à ça. J'ai une super vue, donc c'était bien, et ils m'ont dit que je ferais ça. Donc, je fais mes classes, on est presque 60 pendant les 6 premiers mois, et à la fin des classes, on était 9. Ah ouais, bah là, c'est plus que des abandons sur un ultra. Hein. Parce que Ouais. sur un ultra, c'est 50% d'abandon, entre 40 et 50%. Là, il en reste, ça a sacrément épuré, quoi, du coup. Carrément. Donc, on était 9. Alors, ça s'est relativement bien passé et moi, ça m'a motivé. Du coup, j'ai eu des très bons résultats très vite. Il y a plusieurs cursus de formation au niveau des 2 mois. Il y a une préparation initiale des 6 mois. Il y a une préparation initiale qui va durer 2 mois où là, tu apprends toutes les bases. Tu fais d'un civil un militaire en 2 mois. Donc, cirage de rangers, monter et démonter une arme, faire des marches, faire des pompes, faire des tractions, etc. Ils t'apprennent, en fait, en 2 mois, ils transforment des mecs de banlieue en militaires, quoi. Voilà, pour ceux qui tiennent. Donc, tu apprends à marcher au pas aussi, à saluer, à chanter. Voilà, pour moi, c'était complètement cool. Ça, sur ce plan-là, toi qui aimes bien maintenant, tu as cette notion de liberté et tout, ce point de vue-là, ça t'a pas embêté au début? Tu vois, de dire, il y a de l'ordre, je me fais diriger, etc. Aujourd'hui, tu aurais peut-être du mal avec ça. Ouais, carrément. Et c'est exactement ce que me dit ma femme souvent. Elle me dit, comment tu as fait pour aller à l'armée, quoi, toi? J'ai une valeur liberté qui est très grande, mais en fait, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. J'avais à ce moment-là de ma vie un besoin d'autorité qui était supérieur à toutes mes valeurs. Donc, j'ai fermé ma gueule et je me suis dit, en fait, il me faut ça pour me construire. Et j'avais aussi ce côté où j'avais envie d'en prendre plein la tronche, en fait. J'avais eu une enfance un peu comme tous les jeunes d'aujourd'hui, depuis notre génération. On n'a pas eu d'épreuves, on n'a pas eu à se plaindre. Tu vois, et je me voyais un petit peu comme une lopette, en fait, tu vois, comme… Tu avais envie de prouver un petit peu que tu pouvais être résistant et dur aussi. Oui, bien sûr. Aux yeux du monde, aux yeux des autres gens, peut-être aussi. Ouais, même, c'était surtout pour moi-même, en fait. Je voulais me prouver à moi-même. Tout ça, c'était une démarche intérieure. Je l'ai fait pour personne que pour moi, comme tu le disais. Hein.
Et je dis non, mais en fait, je veux voir mes limites, je veux voir qui je suis, je veux voir jusqu'où je peux aller. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'une structure encadrée où j'avais rien à réfléchir et la vie allait se charger en fait par ces personnes-là de me faire vivre ce que j'avais comme expérience, quoi. Donc ça se passe bien, j'ai des bons résultats. C'est pour ça que ça m'a motivé aussi, tu vois. Les 2 premiers mois, je finis premier de mes classes, donc major de promotion. Bon, bah, j'étais quand même, en fait, c'est un peu comme en ultra, hein. Toi, quand tu t'es mis à la course à pied, si au bout de 6 mois, tu voyais que tu n'arrivais pas à courir plus de 10 bornes, que tu étais rincé tout le temps, que tu n'avais pas de résultats, tu n'aurais peut-être pas continué, Exactement, ouais, tout à fait. tu Ouais. vois. Là, c'était pareil. Le fait que l'encadrement me félicite, que j'ai des bons résultats, que je vois que j'ai des facilités, que je vois qu'en sport, j'ai des bonnes notes, que mon potentiel physique se révèle. Tu vois que on fait des concours pour faire le parcours du combattant. Je finis dans les premiers. Je démonte une arme. Pour moi, c'est instinctif, c'est facile. Enfin voilà. Donc forcément, j'adhère au truc. Ok. Je trouve ça intéressant, je trouve ça inspirant et je vais de plus en plus dans cette dynamique-là. Donc voilà, ça se passe bien. Et en fait, à la fin des 6 mois, tu es ventilé dans des différentes compagnies de combat. Typiquement, un régiment d'infanterie, il y a 4 compagnies de combat avec une compagnie qui est une compagnie d'appui. Et puis, il y a d'autres compagnies qui sont plus dans tout ce qui est logistique, administratif. Donc moi, j'arrive dans la 2e compagnie de combat. Et là, vu que j'ai de bons résultats, etc., ils me dirigent vers plutôt, au lieu d'aller vraiment sur le terrain, on va dire, en avance, en première ligne, moi, je vais plus en section d'appui, où là, je vais pouvoir m'atteler à tout ce qui se fait en section d'appui. Donc, ça peut être de l'anti-char, des tirs anti-char, mais aussi du tir de précision, tireur d'élite, etc. Je vais toucher un petit peu à tout ça pendant les 4 prochaines années après mes classes, quoi. Voilà, ça se passe relativement bien. Franchement, c'est cool, c'est une bonne expérience. J'aime ça. Je vais partir en mission aussi, tu te rappelles? En Afrique, 6 mois, c'était ça. Ouais, je suis parti en République centrafricaine et du coup aussi au Gabon à ce moment-là. Et c'était une super expérience, hein. Franchement, je suis resté 6 mois à ce moment-là, première OPEX. Et en y repensant, pour moi, c'était vraiment une super expérience. Et du coup, sur le plan sportif, on va y revenir. C'est là que j'ai vraiment créé, on va dire, toute ma méthode d'entraînement à moi, qui encore aujourd'hui me suit. Je me mets à vivre une vie de soldat, là-bas, vraiment à proprement parler, qui me convient très bien. Et encore aujourd'hui, je vis quasiment la même vie. J'ai reproduit ce modèle, c'est-à-dire qu'on se lève tôt, on va courir. Ensuite, pendant une bonne heure, bon, ce qu'on faisait au niveau de la course, c'était un peu n'importe quoi, hein. Il n'y avait pas de structure et j'ai pas beaucoup progressé en course à pied. On en a suffisamment parlé. Le problème, c'est qu'en général, tu cours soit en endurance fondamentale, soit tu cours à fond, quoi. Ouais. Ou dans une zone grise, là, la fameuse zone Ouais, grise. mais oui, c'est la fameuse zone grise là qui sert à rien en fait. Ouais. Et moi, je sais que je me suis rapproché plus tard de personnes qui étaient au bureau des sports et qui m'ont un petit peu dirigé, mais on pourra y revenir, mais le soldat lambda, il y a des grosses lacunes à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc bref, je cours tous les matins. Après, on va faire des pompes, des tractions, des dips, des abdos pendant 1 heure aussi. Là, typiquement, de 8 heures à 10 heures, on fait du sport, quoi. Ensuite, on prend la douche, on se remet en condition, voilà, on commence un petit peu à bosser. Et l'après-midi, ben, on démonte nos armes, on voit ce qu'il y a à faire, on fait du renseignement, typiquement dans l'infanterie. Donc, on va regarder, apprendre à différencier des différents types d'armements que, par exemple, les talibans peuvent avoir, les rebelles peuvent avoir, quel type de Kalachnikov, quelle est la contenance du chargeur. On va apprendre des choses comme ça. On va aussi faire du combat. Donc, on a dans un régiment tout un tas de zones qui sont dédiées à ça pour apprendre à faire du combat en zone urbaine. Enfin, voilà, on ne s'embête pas l'après-midi. Puis le soir, on finit les 18 heures. Et moi, à ce moment-là, bah, soit j'allais à la salle de musculation, soit en Afrique, j'avais un prof particulier de boxe anglaise, ou bien il y avait une salle de muscu en Afrique, ou bien voilà, quoi. C'était ça mon quotidien. Donc, je faisais entre 3 et 4 heures de sport par jour, quoi. C'était très instable là-haut ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des peurs avant d'y aller et quand tu étais là-haut ou pas? Voilà, quelques frayeurs. Après, le problème de l'Afrique, si tu veux, toutes les personnes qui ont été en Afrique te le diront. Là, il y a eu quelques années en Centrafrique, tu en as peut-être entendu parler. Il y a eu quelques morts. Et le camp qu'on avait, je crois qu'il y a Daesh, du coup, qui a pris possession du camp que nous, on avait fait, du coup, avec le génie. Donc, c'est un vrai bordel. C'était à Bangui. Bon, là, je sais plus, niveau géopolitique, j'ai un petit peu lâché le truc, donc je ne pourrais pas te dire. Mais quand on y était, ouais, ça craignait quand même pas mal.
Et on avait eu plusieurs fois, c'était plus, enfin, ça c'est typiquement l'Afrique. Un jour, ça va, tout le monde est gentil. Les personnels qui rentrent dans le camp, les civils qui rentrent dans le camp te disent bonjour, salut mon ami, chef, comment ça va? Et le lendemain, ils sont avec des coupes-coupes devant la porte du camp et ils veulent tuer tout le monde, tu vois. Ok. Ça c'est typiquement l'Afrique, comment ça se passe, l'Afrique centrale, et tu te retrouves habillé en tenue de maintien de l'ordre à essayer de t'en sortir au maximum, quoi. Donc voilà, puis des missions où des fois, tu montes dans le camion et ton chef de section, il te dit, bon, donnez-nous tous le numéro de la personne à appeler s'il arrive quelque chose de grave, quoi. Donc tu montes dans les camions, il se passe ça. Maintenant, bon, hors toutes ces périodes un peu instables ou de crise qu'il peut y avoir, c'était relativement cool, quoi. Voilà. Ouais. C'était des bases à surveiller, c'était ce type de mission-là, quoi. C'était du maintien de l'ordre, on va dire, à proprement parler. Donc, c'était moins engageant, on va dire, en termes de conflit qu'en Afghanistan. Voilà. C'est une des autres types de missions. Donc, voilà, cette vie de soldat me convient très bien et je fais ça pendant les 4 années. D'ailleurs, et quand je reviens de Centrafrique, je ne sais pas si tu te rappelles, donc je pars, j'étais quand même assez maigrichon. Je faisais quoi? Je faisais 70 kilos et je suis revenu de Centrafrique, je faisais 85 kilos. Ah ouais, la transformation a été radicale. Quand on t'a vu arriver, on s'est dit c'est pas possible, quoi. Ouais, c'était voilà, on faisait énormément de sport et puis en fait, mine de rien, là, on mangeait local, donc on mangeait beaucoup de poulet, beaucoup de zébu. La viande de zébu, c'était vachement bon. Et puis on mangeait beaucoup de riz. Donc je tournais en mode riz, protéines, etc. Il y a beaucoup de cacahuètes là-bas, des bananes. Voilà, je m'étais fait une diète spéciale muscu et en quelques mois, ça avait été assez impressionnant les résultats que j'avais pu avoir, quoi. Ouais, parce que je me souviens, on allait à la salle ensemble et enfin les progrès même purement et simplement au niveau du poids que tu poussais, par exemple développé couché ou des choses comme ça, c'était impressionnant, quoi. C'était impressionnant. Plus de 100 kilos sans problème, quoi. Ouais, carrément, c'est ça qui est bien. Moi, du coup, j'étais payé vraiment, c'était mon job, payé pour faire du sport. Et puis, je voyais très bien que plus j'avais des bonnes performances, on était dans un régiment, on avait tout le temps des concours, en fait. On avait tout le temps des concours entre compagnies, entre sections. Donc, il y avait des concours de développé couché, il y avait des concours de montée de corde, brasseur, il y avait des concours de pompe, des concours de traction. Donc, plus tu faisais rapporter de points à ta compagnie, à ta section, mieux tu étais vu. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, quoi, aussi. Donc, voilà, après, au niveau sportif, l'armée française, je trouve que c'est une armée qui a énormément de mérite parce que par rapport aux moyens qu'elle a, c'est incroyable. Enfin, le niveau de rusticité, le niveau de. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, moi j'ai vu d'autres armées, tu vois, typiquement tout ce qui est États-Unis, des choses comme ça, tu vois, la logistique qu'ils ont, mais c'est juste incroyable. Nous, on est des rigolos, enfin, tu vois, c'est aberrant. Même on parle d'armée qui est professionnelle, mais pour moi, sur le plan de la préparation opérationnelle, de la préparation physique de ces hommes, on a 30 ans de retard en fait. Et tu parles à cause aussi des moyens financiers, alors du coup? Ouais, des moyens financiers, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un état d'esprit, tu vois. En fait, le militaire français, pour moi. L'encadrement aussi. Alors, oui et non, j'ai envie de remettre en question l'encadrement, mais en même temps, le militaire français, pour moi, pour le peu de moyens qu'il y a, il est tellement rustique et hyper opérationnel, tu vois. Je veux dire, pour le peu de moyens qu'on a, c'est comment, moi, avec le recul, je me dis, mais comment on arrive à ce niveau-là? Tellement, tu vois, en fait, je pense que les formations qui devraient être faites en interne, elles ne sont pas faites, en fait. Tu vois, il y a genre, déjà, par rapport à la nutrition, personne ne connaît rien en nutrition à l'armée, tu vois. Personne. Il existe un néant. Le soldat lambda, le soldat moyen, s'il ne fait pas la démarche lui-même d'apprendre à bien courir, il ne va jamais progresser, en fait. Tu vois. Il n'y a jamais de séance de fractionné, il n'y a pas de séance de VMA, il n'y a pas de séance de seuil, etc. etc. Tu vois. Même pour revenir au côté nutrition, enfin, je veux dire, si tu veux maintenir tes soldats en santé et en forme, il faudrait les nourrir correctement, tu vois. Ouais, et tu vois, il y a vraiment des gros. Enfin, je sais pas, peut-être ça a évolué. Moi, je te parle de ça, c'était il y a 10-15 ans. Mais d'après le retour que j'ai de personnes qui sont encore dans les régiments et tout ça, même vous regardez un petit peu les vidéos, hein, là, il y en a pas mal dans la Légion, sur le Major Gérald, des trucs qui tournent, tu as peut-être un peu vu. Ouais, Il n'y a rien qui a changé, hein, je le vois avec mes yeux. Enfin, voilà, je connais les choses. Et pour échanger avec des mecs qui sont encore dans le régiment, ça ne bouge pas, les mentalités n'évoluent pas. Donc voilà, en fait, il devrait y avoir. Je pense que ça ne vient pas des hommes, en fait. Ça ne vient pas des sous-officiers ou ça ne vient pas des militaires du rang.
ça vient des officiers ou de l'état-major qui ne met pas les moyens pour former ces hommes. Sinon, je pense qu'on serait les premiers. Moi, à l'époque, on m'aurait dit, tu as une formation en nutrition, tu as une formation en haltérophilie, tu as une formation… Ah, mais carrément, tu as une formation en crossfit, tu vois, tu as une formation pour apprendre à mieux courir parce que moi, je faisais la démarche. Tu vois, après le boulot, moi, j'allais à la salle de muscu. C'était une salle de muscu et j'allais qui était hors du régiment, qui appartenait au régiment, mais qui les civils pouvaient aller. Et je m'y formais, je demandais à des gens. Voilà, j'achetais des bouquins par rapport à ça. J'ai été voir des coachs au bureau des sports pour qu'ils m'apprennent à courir parce que je voyais bien que je progressais pas. Donc, toutes ces choses-là. Mais si le soldat moyen ne fait pas la démarche, en fait, il n'y a que dalle. Et ça, je le retrouve aussi, tu sais, en France, dans le haut niveau. Typiquement, toi, tu l'as vécu au foot, tu vois. On pense d'un regard extérieur que l'armée est professionnelle, on pense d'un regard extérieur que les sports d'équipe, tout ça, c'est professionnel. Il y a plein de trous, on va dire. Mais exactement. Et toi, à titre individuel, comme moi, à titre individuel, on n'est pas professionnel, on est juste amateur. Avec notre démarche de passionné, on fait beaucoup plus de choses que le soldat moyen ou que le sportif de haut niveau professionnel moyen. Rien que typiquement, par rapport au calcul des macronutriments, cette précision micronutritionnelle que nous, on va avoir dans notre quotidien, à haut niveau, il y a très peu de sportifs qui le font. Ouais. Et surtout dans le collectif. Hein. Et surtout dans le collectif, même sur tout ce qui est démarche naturopathique, ostéopathique, tout ce qui est mobilité et tout ça, c'est des secteurs où il y a un flou complet. En fait, pour revenir peut-être à ça, je pense parce que c'est un manque de temps aussi, surtout. C'est-à-dire qu'on priorise certaines choses et on ne met pas justement les bons outils sur les bonnes priorités, quoi, tu vois. Donc, c'est un travail à long terme et on ne veut pas le mettre en place, en fait. Exactement, et même pour aller plus loin, tout ce qui est suivi hormonal. Alors, hormonal, prise de sang, voilà. Moi, je sais que personnellement, tous les ans, tous les 2 ans, je fais une prise de sang complète où je vais checker mes hormones. Je suis amateur, hein. Moi, je suis juste un petit chef d'entreprise qui aime bien faire du sport et qui est passionné de sport. Et ok, bah ouais, voilà, ça me coûte 500, 600 euros d'aller faire des analyses bien poussées, mais au moins, je sais où j'en suis. Et je sais qu'il y a plein de sportifs qui sont professionnels et qui n'ont aucune connaissance de ça, qui ne savent même pas comment ça se passe, et leur structure ne leur propose pas ça. Et alors, si on parle de l'armée, alors là, on est dans un monde complètement à l'ouest. Et le problème, c'est qu'à l'armée, tu vas dire, bah voilà, j'ai mal là ou j'aimerais améliorer telle chose. Si tu vas aller voir le médecin, bah, tu es un faible, tu as des problèmes, donc tu es évincé des missions carrément, tu vois. Il y a toute cette démarche-là. En fait, la culture de l'armée, c'est tu ne vas pas voir le médecin, en fait. Tu ne vas pas voir les spécialistes. Et ça, c'est dommage. Comme un petit peu avec la vision de la préparation mentale, si tu vas voir un préparateur mental, c'est que tu as un problème psychologique. Alors, du coup. Alors là, la prépa mentale dans l'armée, j'en parle même pas. Tu vois, c'est un domaine qui est inexistant. Tu vois, à l'armée, on est toujours ouais, t'as pas le mental, t'es un guignol, t'es une merde, t'as pas le mental, mais on va jamais te donner d'outils pour travailler ton mental, en fait. Tu vois, c'est une vision, en fait, c'est figé, t'as pas le mental, t'es une merde. Et ça, je trouve vraiment dommage. Et tu as vu ce que je te disais, on était 60, on finit à 9. Je pense que dans l'eau, il y a plein de personnes qui, si on leur avait donné des vrais outils, auraient pu s'en sortir et faire de très bons soldats. Mais on a cette mentalité un peu débile qui va être il faut te renforcer. Si tu ne sais pas te renforcer, bah, tu es nul, quoi. Alors que ce n'est pas du tout comme ça. Et c'est dommage, quoi. Et ça, donc toute cette période-là, parce qu'après, tu vas nous dire, d'un coup, du jour au lendemain, tu nous dis je ne veux plus être militaire. Ouais. De la même façon que j'ai dit je veux être militaire, du jour au lendemain, ça m'a saoulé. Est-ce que tu penses que, déjà d'une, est-ce que ça t'a beaucoup, beaucoup renforcé, même encore aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu es allé chercher, le fait d'avoir des repères, peut-être de l'autorité, etc., tu l'as trouvé là-haut? Et après, pourquoi tu as décidé du jour au lendemain de te dire j'ai plus envie et puis je déserte, je m'en vais, quoi? Ouais, alors le côté, j'ai trouvé vraiment tout ce qui me plaisait, tout ce que j'avais besoin. Je me suis nourri de ça. Et encore maintenant, hein, tu vois, toi qui me connais, je suis encore passionné par ça. J'aime l'armée française, le concept, j'aime la France aussi. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qui m'a dégoûté aussi, c'est la face sombre de l'histoire. C'est que moi, je suis quelqu'un qui a quand même une conscience et une âme. Et sur le plan géopolitique, j'ai aussi vu des choses qui m'ont fait remettre l'armée en question. Voilà. Sur le plan opérationnel. Donc, quand tu vas en mission, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand tu vois et qu'on te demande de faire des choses qui vont contre tes valeurs, tu commences à réfléchir par toi-même. Donc, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont être un peu
endormis et qui vont fermer les yeux, qui vont avoir la capacité de fermer les yeux, et il y a les personnes qui sont éveillées. Moi, je pense que j'avais déjà cet éveil. Il n'y a pas un jugement de valeur par rapport à ça, ni quoi que ce soit. Hein. Chacun en est là où il est. Mais moi, j'étais déjà un petit peu éveillé à tout ça. Je me suis posé des questions et j'ai commencé à me renseigner, à regarder des documentaires, à regarder des choses, à lire des livres et à me poser des questions sur… Voilà, j'ai même un… Il faut dire que j'ai un certain engagement politique et des idées politiques. Je ne suis pas apolitique et ça n'allait pas avec mes valeurs, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Voilà, typiquement, je sais que dans des pays comme le Japon, par exemple, c'est des pays où il n'y a pas de parti politique. Voilà. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, ni quoi que ce soit. C'est OK pour tout le monde. Et je pense que pour être un bon militaire, moi, j'étais un mauvais militaire parce que je pense qu'il ne faut pas réfléchir par soi-même. Il faut obéir aux ordres et fermer sa gueule. Sauf que moi, après quelques années de service, j'ai un peu pris la confiance et j'ai ouvert ma gueule et je voyais que ce n'était pas bien pris non plus et que voilà, ce n'était pas en adéquation avec tout ce que je pensais, tout ce que je voulais et qu'on m'a demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire et que je ne voulais plus faire. Et donc, je suis parti du jour au lendemain, comme ça, j'ai cassé, on va dire, mon contrat et j'ai dit terminé, bonsoir, moi, je vais pas aller plus loin, quoi. Donc voilà, j'ai été… Après, c'est pareil, au niveau perspective de carrière, à l'armée, c'est soit tu vas faire ton contrat de 3 ans ou de 5 ans et tu t'arrêtes là, soit tu vas faire 20 ans et tu as ta retraite. Mais ça ne sert à rien, entre guillemets, de faire 10 ans, 15 ans, 12 ans, 9 ans, Ouais, tu vois. soit tu vas au bout, soit tu fais rien, quoi. Ouais, voilà. Soit tu prends un petit peu, tu fais ton expérience, tu bouges un peu, c'est sympa, comme j'ai fait. Soit tu vas faire, en fait, il faut avoir fait 19 ans ou 20 ans pour toucher, je crois, 1000 euros à peu près à vie. C'est-à-dire, l'armée te paye une retraite. Donc, c'est super intéressant, c'est génial. Mais il faut les faire. Enfin, moi, je voyais les mecs qui avaient 19 ans de service, ils étaient ruinés, ils étaient cassés. Justement parce qu'il n'y a pas tous les processus que je t'ai expliqués de récupération, de santé, de vision holistique de l'être humain. Il y a des blocages émotionnels, il y a des syndromes post-traumatiques, ça on n'en parle pas suffisamment. Mais quand moi je suis personnellement rentré de ma première mission, je suis resté 24 heures dans ma chambre à regarder le mur parce que tu vois des choses qui sont absolument horribles. Ok, donc ça aussi il faut en parler. Voilà, donc il y a cette accumulation et je voyais ces mecs-là et je me suis dit, je veux, tout comme vous me voyez dans ma banque avec mes pièces, je voyais ces mecs-là, je me suis dit, je ne veux pas finir comme ça. Donc, ça fait pas mal de choses. Un nouvel électrochoc, quoi, du coup. Exactement, c'est un ensemble de choses qui m'ont fait quitter l'institution et cette soif de liberté aussi qui m'a appelé. Donc voilà, j'ai quitté l'armée et puis je suis retourné avec mes potes, avec mes copains sur… Ça, c'était bien, ça a été une bonne période après, du coup. Et du coup, tu quittes un petit peu du jour au lendemain, tu n'as pas vraiment de perspective et tu décides quand même de retourner dans le commerce, du coup, quoi. Ouais. Alors, je fais vite fait. En fait, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. J'avais un appart que j'avais acheté, il fallait bien que je paye le crédit. Et j'ai pris les premières choses. Tu te rappelles, j'avais fait de l'intérim, j'avais un peu bossé à gauche, à droite, j'avais bossé sur les chantiers. Moi, ça ne me faisait pas peur de travailler après ce que j'avais vécu à l'armée. Puis c'est vrai que franchement, quand tu arrives sur le marché du travail en tant qu'ancien militaire, tu es hyper demandé, quoi. Donc, j'avais fait de la sécurité, j'avais bossé sur les chantiers. Enfin, voilà, ça me faisait pas peur. Avec une autre personne, là, tu réparais des machines de musculation. Oui, alors ça s'est fait après. Voilà, donc j'ai enchaîné un petit peu les petits boulots, on va dire comme ça. J'ai même fait du commerce, de la vente, complètement rien à voir, hein, mais de prêt-à-porter de luxe, voilà, au Luxembourg. Donc là, c'était vraiment purement financier. Hein. Voilà, je n'étais pas passionné, mais le salaire était intéressant. Donc voilà, et puis j'avais pas d'autres perspectives. Et puis après, j'ai commencé à avoir l'appel de l'entrepreneuriat qui est venu là, c'était plus possible. Et comme tu disais, voilà, j'ai été commercial pour une personne on a monté une entreprise entre guillemets à deux pour une personne qui travaillait dans les salles de musculation et qui proposait des services de réparation de machines et tout ça. Donc on a monté un petit business comme ça. Et puis après, très rapidement, moi j'ai voulu m'émanciper et du coup faire mon business de coaching dans une vision holistique, naturopathie, préparation physique, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a toute la partie transition avant où j'ai eu un gros électrochoc. C'était là où j'ai un petit peu embarqué Guillaume dans mon aventure. Mais du coup, le fait de quitter l'armée, de me retrouver civil et un petit peu dans tout ce que je voulais pas, hein, à faire du commerce, habillé, costard, cravate tous les matins et tout, je me suis reconfronté à ce que j'avais fui 5 ans auparavant et j'ai fait une mini-dépression au final, hein, tu te souviens? Ouais, parce que tu avais voulu te recréer un autre personnage là-dedans, quoi, en gros, c'était ça. Tu voulais te remettre dans le moule,
étais parti oui, dans un autre moule et tu voulais te remettre dans le moule, on va dire, des conventions de la société, avoir des heures bien cadrées, le ouais. salaire, etc. Enfin, voilà, tu voulais ça, quoi, en gros. Bah ouais, comme nous tous, hein, comme toi à l'époque, comme tout notre groupe de potes à l'époque, ouais, j'ai voulu me conformer, rentrer dans le moule, mais ça m'allait pas du tout. Donc tous les week-ends, on était en boîte, on était complètement bourrés, et parce que on voulait oublier complètement que moi personnellement, je voulais oublier que la semaine, j'avais une vie qui me convenait pas, tout simplement, quoi. Et puis du jour au lendemain, en fait, j'ai rencontré une personne que je remercie d'ailleurs, qu'on connaît très bien tous les deux, qui s'appelle Dominique, et qui est venue, en fait, moi j'étais au fond du trou à cette époque-là, hein, j'allais travailler, mais j'étais vraiment pas bien psychologiquement. J'avais même été voir un psy qui m'avait donné des antidépresseurs que j'avais jamais pris. Mais voilà, j'avais des pensées suicidaires et tout, j'étais pas bien du tout. Et donc le père, enfin le père de la copine de Mon Guillaume, ex-copine, ouais, c'était son mon ex-copine. ex-copine, ouais, était magnétiseur, on va dire. Il faisait des soins énergétiques, Soins énergétiques. naturopathe. Et il avait un institut, justement, de bien-être où il proposait ses services, ses soins avec sa femme, justement, et tout ce qui était nutrition végétale, jus de légumes, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas une super hygiène de vie, quoi, hein, faut dire ce qui est. Ah On non, pas buvait du tout. beaucoup, je mangeais des kebabs, du McDo, je mangeais sur le pouce à midi. Alors, il y avait le côté sportif, mine de rien, j'avais des bons résultats. Je faisais presque 90 kilos à l'époque, tu te Ouais, rappelles, ouais, 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 ouais. j'étais bien costaud et j'avais des bonnes performances, hein. Je poussais 150 kilos développé couché. Voilà, je m'entraînais quand même malgré tout ça. Je mangeais très protéiné, très riche, quoi. Je tournais presque à 4500, Ouais, 5000 calories de, beaucoup de shakers de protéines, ça, je m'en souviens. ouais, tous Voilà, les compléments, riz, poulet, des œufs, des œufs, des œufs. Ouais. créatine, de la crème, enfin bref, voilà, pas mal de tout le, Package. le package complet du mec qui est à fond dans le fitness, quoi. Voilà, et le week-end, les grosses pépites du vendredi au Ouais. dimanche soir, quoi. Mm. Ok, donc tout ça, ça n'arrangeait rien. Et donc, je rencontre cette personne je la connaissais déjà, mais on va dire que je la laisse rentrer plus dans mon univers. Et donc, cette personne me fait un soin énergétique, m'initie à tout ce qui est une approche naturopathique. Et je tombe amoureux de tout ça, quoi. Du jour au lendemain, ça a été le déclic. J'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai quitté mon travail à cette époque-là. Une nouvelle électrochoc, alors, du coup. Ouais, grave, t'as vu, en fait, en revenant, c'est vrai que moi, je fonctionne comme ça. J'ai des périodes de ma vie où tout se passe, c'est lisse et bam, électrochoc et je révolutionne tout. Je fonctionne un Ouais, peu comme ça. je me souviens très bien de cette période-là parce que moi, je ne comprenais pas, en fait. Je ne Mm. comprenais pas du tout parce que du jour au lendemain, tu me dis, ben, je ne sors plus. Moi, je veux faire du sport le dimanche matin. Je veux prendre soin de mon corps, voilà, de ma partie esprit, mental, etc. Et puis, moi, je ne comprenais pas. Je me dis, mais il a complètement pété les plombs, etc., hein. Donc, Il est dans une secte, le mec. ouais, non, mais pas forcément ça. Mais moi, je ne comprenais pas. Mais ça me mettait face à mes réalités, en fait. C'est tout ça, hein. Carrément, ouais. Donc moi, j'ai fait mon truc dans mon coin, j'ai un peu envoyé bouler tous mes potes, et puis j'ai dit, bah, ceux qui même me suivent au final, hein. Je t'ai pas couru derrière, loin de là. Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. J'ai fait ma life, et c'est vrai que même en coaching aujourd'hui, c'est des choses que je dis aux gens, c'est montrer l'exemple. N'essayez pas de changer les gens, hein, montrer l'exemple et inspirer les gens autour de vous. Faites votre cheminement en silence, et puis voilà, les gens qui vous aiment vous suivront, et puis le reste, voilà, ça leur appartient. Ça leur appartient. Donc, je fais mon petit chemin, je me mets au trail, du coup, je découvre le trail à l'époque. Alors, il y a un truc intéressant, en même temps que j'y repense, mais par rapport à l'armée, je fais un petit rebond là-dessus, c'est que moi, en fait, j'ai fait du trail avant que le mot trail presque existe, quoi, hein. À l'armée, on avait des courses nature, on en faisait tout le temps. On mettait les baskets, on allait courir dans les Vosges, sur les chemins. Ouais, c'était Ouais, basique. ouais, ouais. On avait un adjudant-chef, je me rappelle, j'avais fait un stage justement pour apprendre à tirer des missiles anti-chars. Et lui était passionné de rando trail. Je ne sais même pas si le trail existait déjà. Et il nous avait fait courir dans les Vosges un 30 km un vendredi matin. On a mis 4 heures, un truc comme ça, à son rythme. Et ça m'avait trop fait kiffer. J'avais adoré ça, quoi. Bref, j'ai ce petit électrochoc, ce changement de vie. Et puis je tombe dans le trail, j'arrête un peu la muscu. Guillaume, il voit ça, il me regarde d'un œil. Au bout d'un mois ou deux, il voit que bon, je change pas mon fusil d'épaule. Il se dit, oh, tiens, je peux venir avec toi et tout. Et puis, je l'embarque. Et puis, au final, on mène un peu notre vie comme ça. Donc, j'avais quitté mon boulot, j'avais le chômage, donc tous mes droits de l'armée. Puis, j'avais encore de l'argent de côté de mes opérations extérieures.
mine de rien. Toi, c'était pareil, tu as quitté ton boulot de directeur chez Peugeot à l'époque. Mm. Donc, on commence à mener une vie un peu de route comme ça. On Par la part vivre Réunion. à La Réunion, on part vivre, on part dans les Alpes, on bouge tout le temps, on fait que du trail, on se met à fond dedans. À côté de ça, on crée un petit peu notre méthode, notre vision des choses au niveau diététique. On fait plein d'expériences sur le plan alimentaire. Parfois, ça a été un petit peu extrême ou n'importe quoi. Hein, ça, c'est clair. On a dû faire nos tests. On a tout testé sur nous, hein, au final, toi et moi. Exactement. Et puis, on a vu certains facteurs limitants de certains trucs dans toute notre petite aventure. Ça a duré une bonne année, 1 ou 2 ans. Et puis, moi, j'ai créé en parallèle, tu te souviens, ma chaîne YouTube. Ça, c'est en rentrant de la Réunion, du coup. Ouais, en rentrant de La Réunion, je commence à me former un petit peu plus par rapport justement à tout ce qui est prépa physique et puis surtout tout ce qui est approche naturopathie, nutrition. Et en parallèle, je me dis, j'ai plus trop de vie sociale. J'ai plus trop d'amis, je m'ennuie un petit peu le week-end et tout. Enfin voilà, après aller courir, on va pas courir toute la journée, mais je sens que j'avais besoin de créer quelque chose. Et je me suis dit, maintenant Internet, ça se démocratise. C'était encore en 2013, après tout ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien quoi, hein, sur les réseaux. Il n'y avait personne. YouTube, ça n'existait pas. Faut bien se remettre. C'était à 10 ans. YouTube, c'était no way. Tu n'avais personne sur YouTube en sportif et tout. Donc moi, je crée ma chaîne. Hein, hop, je commence à me prendre mon téléphone. J'ai vu que j'avais un peu de connaissances en informatique, bien sûr, je touchais toujours. Je prends mon téléphone et puis je commence à parler. Voilà, je raconte mon histoire, justement, là, un petit peu comme là maintenant. Je raconte ma vie, je dis des clics que j'ai pu avoir avec l'alimentation saine, tout ce qui a pu m'arriver. Je parle de mon énergie, mes performances. Et puis les gens, tu as vu, ça a bien marché rapidement. Incroyable. Je crée un e-book, justement, à l'époque. Je vois un petit peu ce que les gens font. Donc voilà, je me dis, tiens, je vais créer un e-book de 40 pages. Je ne sais plus combien j'ai eu de téléchargements. J'ai eu des milliers de personnes qui ont lu cet e-book, quoi. D'ailleurs, je l'ai relu la dernière fois et franchement, je ne racontais pas que les conneries. Non, mais franchement, même avec le recul, tout était. Enfin, j'étais pas dogmatique en fait, et c'est ça qui était bien. J'incitais vraiment les personnes à un retour juste à une alimentation qui soit saine, des aliments qui sont bruts, non transformés. Et ça s'appelait le sportif vivant. Oui, ça s'appelait comme ça, le sportif vivant à l'époque. Et donc, le cheminement se fait, on fait nos petites balades avec Guillaume, on fait nos courses, notre première ultra, je me rappelle, 80 bornes, etc. On commence à courir ces distances, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis, un jour, je me fais contacter par du coup, une nana sur YouTube. Et elle me dit bonjour, voilà, je m'appelle Céline et je fais, moi aussi, j'ai une chaîne un peu comme la tienne, j'habite dans le sud de la France et ce serait sympa qu'on fasse une interview ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? On partage un peu on est aussi dans tout ce qui est naturopathie, hygiène de vie saine. Enfin, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui en parlent sur les réseaux. Qu'est-ce que tu en penses de faire une interview avec moi, quoi? Bon, moi, pourquoi pas? Ok, ça peut me faire connaître. Je vais sur sa chaîne, je vois qu'elle a pas loin de 5000 abonnés ou 10 000 abonnés. Je dis, waouh, c'est cool. À l'époque, c'était énorme. Hein. Bien sûr. Donc, même encore maintenant, hein, pour une petite niche, on va dire comme ça. Et je me dis, pourquoi pas, je vais faire l'interview avec cette personne. Ok. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais 2 semaines avant que Céline m'écrive ce message, j'avais dit à Guillaume, purée, j'ai fait un rêve. Je me rappelle, on avait été faire Je m'en souviens très bien, ouais. On était allé faire une sortie nocturne et je lui avais dit, purée, j'ai fait un rêve et tout la nuit dernière. Je rencontrais une femme blonde et j'étais trop amoureux d'elle et tout ça. Ça se passait trop bien. Je m'en souviens de ça. C'est marrant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on était quand même pas mal branchés spiritualité, méditation et tout ça. Et je me rappelle que j'interprétais aussi mes rêves, donc j'avais noté mes rêves. J'avais une sensation vraiment de sentiment, de joie. J'étais tout content de me réveiller le matin. Et du coup, donc, cette personne me contacte, on fait cette interview. Interview qu'on n'a jamais pu publier sur YouTube, parce qu'en fait, on a commencé à se parler avec Céline. Il était 20h et on a fini de se parler, il était 2h du matin, quoi. Donc, on a vécu une vraie connexion. Et le problème, c'est qu'elle était mariée. C'était simple. Hein, elle avait une fille et puis elle habitait à 1000 km de chez moi. Ouais. Donc, après, à ce moment-là, moi. Oui, il n'y avait rien de. Tu t'es juste dit, je me souviens, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, c'est super, on a super bien échangé, mais il n'y avait aucun. Oui, bien sûr. Moi, c'était purement et simplement amical. J'avais plein d'objectifs
en sport, vue, en trail, ouais, en ouais. sport, en trail, même sur le plan. Moi, je commençais à créer ma clientèle et tout dans le reste. Enfin, tout était en train de se développer pour moi. Je n'avais pas du tout envie de partir dans le sud, quoi. Mm. Donc, je pars quand même dans le sud, on se rencontre pour faire vraiment sur le plan professionnel. On avait fait des vlogs, des vidéos ensemble. Même les vlogs, ils existent encore sur la chaîne de Céline. On avait 30 ou 40 000 vues sur les vlogs. De là, nos énergies au niveau de notre communauté, ça Ça matchait marchait bien, super quoi. bien, ça marchait bien et les gens adoraient nos vidéos en fait. On faisait plein de vidéos ensemble et les gens adhéraient, ils adoraient nous voir ensemble. Donc, ça marchait super bien. Et puis, de fil en aiguille, on se rend compte que on était un petit peu des âmes sœurs, quoi. Et qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre, comme on dit. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait Ça comme n'a pas ça. duré longtemps parce que tu es revenu Ouais, et tu n'es pas revenu longtemps à Thionville, hein. ouais, carrément. Je sais pas, ça a duré peut-être 2-3 semaines, non? Quelque chose comme Ouais, ça. ça s'est fait en un claquement de doigts. On a vraiment eu une reconnexion, un coup de foudre incroyable. Et moi, je suis tout de suite descendu dans le sud de la France, alors que c'est pas du tout mon. Même là, encore une fois, là, toi, tu as été surpris. Tu te dis, mais bordel, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bah, surtout on avait plein de projets ensemble de trail et je me souviens même, tu vois, une fois, ça toi tu te souviens peut-être pas, mais on revenait du Vulcain et toi c'était à l'intermédiaire, là tu revenais aussi, puis on faisait un footing avec la Team Blues à l'époque, Ouais, avec laquelle on s'entraînait. Et moi je te disais, bah voilà, j'aimerais qu'on fasse le trail là, l'ultra là, etc. Et toi tu me disais, ah ouais, mais j'ai pas de visibilité là, etc. Et dans ma tête, ça m'avait, en fait j'étais déçu, tu sais, je me suis dit, oh mince. ouais. Mais voilà, donc tu as toujours suivi tes envies et c'est plutôt cool, quoi. Ouais, carrément. Mais de toute façon, j'étais happé. Et je sais pas, il y a un truc plus fort que tout qui m'appelait vers ça. Et j'ai sauté, j'ai loué mon appart que j'avais, j'ai tout pris mes affaires, j'ai tout bazardé. J'avais un gros sac. J'étais vraiment dans une démarche très minimaliste aussi. Je voulais voilà, changer on va dire, de tout ce tous les biens matériels qui me prenaient de l'énergie. Donc voilà, j'ai tout mis dans mon sac, mon ordinateur, mes trucs pour le boulot. J'ai pris ma voiture et je suis descendu dans le sud de la France et j'ai bazardé tout ça. Je me dis, advienne que pourra, on verra bien. Et même par rapport à Céline, on n'avait pas du tout de visibilité. Donc moi, j'ai pris un appartement pas loin de chez elle, donc à Menton. Et puis petit à petit, ça s'est fait comme ça. On a monté notre entreprise ensemble qui s'appelle J'alimente ma santé, qu'on a toujours ensemble. Donc j'ai bien fait de sauter parce qu'au final, je ne me suis pas trompé. C'est vrai que avec le recul, je me rends compte que je me trompe rarement dans mes décisions quand même. C'est clair. Et donc, ouais, ça s'est super bien passé. Je suis toujours avec Céline. Ça fait maintenant 7 ans et demi à peu près qu'on est ensemble. C'est passé vite, hein. C'est Vous avez incroyable. développé quelque chose qui est quand même sur le plan. Alors, tu peux expliquer un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes plus dans la démarche holistique que sportif, on va dire. C'est plutôt Oui, ça. voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que vous accompagnez principalement, toi et Céline, des femmes qui veulent se remettre en forme, reprendre leur santé en main et perdre du poids. Mm. Voilà, c'est principalement ça. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien, votre système. Explique-nous un petit peu exactement ce que vous faites, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, donc nous, on s'est vraiment développé dans un premier temps sur YouTube, parce que c'est vrai que c'est ce qui marchait le mieux à l'époque. C'était ça qui était le plus développé. Donc, on a très vite fait grandir notre communauté. Euh, on est monté là, on a presque 60 000 abonnés là actuellement. Mais on est monté vraiment assez rapidement. Et puis, donc moi, en parallèle, j'ai vu que ça marchait bien. On était complètement passionnés, donc on a continué de se former. Donc, typiquement, Céline, aujourd'hui, elle est nutritionniste, prof de yoga, naturopathe, euh, tout ce qui est Ayurveda, médecine chinoise. En fait, on a fait plein Des de petites formations. formations, ouais, ouais. Ouais, en parallèle, ça a été tout un cursus, quoi. Moi, pareil, je me suis formé, donc pareil, tout ce qui est naturopathie, prépa physique, préparation mentale, libération émotionnelle, EFT, tout ce qui est soins aussi énergétiques, Reiki, massage. Donc voilà, histoire d'avoir vraiment une approche holistique et de comprendre l'humain dans sa globalité, quoi. C'est ça qui nous passionne. Et puis vous vous formez au quotidien, c'est-à-dire que par rapport à vos lectures, voilà, l'écoute de podcasts, etc. Ça, on l'oublie, mais ça fait partie des Ah formations de ouais, la vie, en fait, hein. ouais, c'est clair. Puis même, moi, je suis un fan de tout ce qui est Hum, philosophie grecque. J'adore Nietzsche, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis tout le temps en train de lire ces bouquins-là. Moi, j'aime l'humain, en fait, et la psychologie aussi. Voilà, que ce soit Freud, j'adore tout ce qu'il a pu faire. Et donc,
moi, j'aime comprendre en fait mes propres schémas, mais aussi les schémas de mes clients, mais aussi les schémas des êtres humains. Même tout ce qui est ingénierie sociale me passionne, voir comment fonctionnent les gens, les masses. Euh, voilà, j'adore tout ça. Donc, me former au maximum sur tout ça. Et c'est vrai que ça a été tout un processus et on est encore en plein dedans avec Céline. Et donc, du coup, on a créé une entreprise, donc une société carrément. Hein. Vu l'ampleur que ça a pris, on a développé un business de coaching. On a fait de la formation, du coaching. Euh, on a surfé aussi sur les vagues qui se passaient au niveau de l'entrepreneuriat sur le web. Il y a eu toute une période, je pense que tu as dû voir, où il y a beaucoup de formations qui se faisaient. Les gens étaient très demandeurs de tout ce qui était formation en ligne pour apprendre des choses. Donc là, on a proposé pas mal de formations sur la naturopathie, sur l'ayurveda, sur les troubles du comportement alimentaire aussi. On a formé beaucoup de gens. Je regardais la dernière fois, on a fait former 3 ou 4 000 personnes à peu près, toutes formations confondues, tu vois. C'est quand même pas rien. On a fait des séminaires et tout ça à la maison, donc on a investi aussi dans notre maison, dans notre lieu de vie, des stages. On a accueilli des personnes chez nous pour les former. On aimait bien faire ce genre de formule, tu vois, prendre des personnes qui connaissaient rien à la nutrition, on les faisait venir une semaine dans notre maison et on les faisait ressortir en mode tu as toutes tes habitudes, tu es opérationnel, quoi. Donc, on fait ça, puis petit à petit, on s'est formé. On a créé aussi un coaching il y a quelques années, ça c'était en 2018. Alors, en fait, l'histoire, c'est que Céline, elle était enceinte. On a perdu le bébé au bout de 3 mois. Je ne sais pas si tu te souviens, ouais. Au bout de 3 mois. Elle est enceinte, tu me l'avais annoncé, et puis après, tu m'avais dit, ah ben non, finalement, ouais. il y a eu un souci, quoi. Grave, donc on a perdu le bébé et on avait vraiment mis toute notre énergie dans le sens, on va avoir un enfant ensemble, mais ça ne s'est pas fait. Et après, Céline, elle a 42 ans, donc on n'a pas voulu non plus trop tenter le diable, il y a eu quelques complications. On s'est dit, voilà, on va se lancer dans un autre projet qui est vraiment un projet de coaching assez conséquent, on va dire. Donc on s'est mis à se former. Hein? Premium. Ouais, voilà, on a créé un coaching vraiment premium. Donc là, on s'est formé à tout ce qui est déjà création d'une telle offre sur le web, à tout ce qui est aussi web marketing, donc tout ce qui est ce que je fais avec toi, donc tout ce qui est publicité. Parce que ça, c'est énorme. Je veux dire, c'est pas la. Tu parlais des formations, etc. Alors oui, ça demande des connaissances de créer une formation, mais ça n'a rien à voir avec le système que tu as mis en place. C'est incroyable par rapport à ça, quoi. Ouais, donc tout ce qui est univers publicité, voilà, marketing, publicité Facebook et tout, c'est vraiment un sac de nœuds. C'est quand même assez complexe. Et mine de rien, même pour les gens qui sont entrepreneurs et qui cherchent à se former, tu ne sais même pas comment et où le faire, tellement, entre guillemets, il y a à boire et à manger. Et c'est difficile de trouver des gens sérieux. Et par rapport aux prestataires, c'est-à-dire que si tu veux, toi, trouver en tant qu'indépendant des bons prestataires, c'est compliqué. Et moi, d'ailleurs, je suis ultra sollicité. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais même Guillaume, il y a plein de personnes qui lui disent, mais qui fait ton marketing, qui s'occupe de tout ça, mets-moi en communication avec cette personne. C'est moi qui le fais, mais je n'ai pas envie de le faire pour d'autres personnes. Moi, je le fais pour mes entreprises, ça me va très bien. Le reste… Alors que tu pourrais le faire, mais ça, on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez pris une telle dimension que tu étais à la croisée des chemins en te disant c'est soit je deviens un méga entrepreneur, soit je redescends un peu et je regagne en liberté, en fait. C'est ça. Exactement, ouais. Donc, on a fait ça, tu vois, on a créé ce coaching premium pendant 3-4 ans. Donc, voilà, ça a marché du tonnerre. On a eu, moi, j'avais 20 personnes, j'étais vraiment le chef d'entreprise, du coup, j'ai eu 20 personnes sous mes ordres, en mode soit employé, soit sous-traitant, qui s'occupaient de tout un tas de tâches, que ce soit du montage de vidéos, du marketing, de l'acquisition de clients. J'ai eu des commerciaux, des choses comme ça. Donc, c'était une super aventure entrepreneuriale qu'on a créée avec ma femme. En fait, on a créé un coaching sur une année qui regroupait vraiment tout de A à Z, quoi. On prenait une personne qui avait des problématiques de santé, voilà, des troubles du comportement alimentaire typiquement, qui voulait perdre du poids. En général, on ciblait vraiment des femmes de 20 à 50 ans qui voulaient perdre du poids, retrouver une belle vitalité, qui ne savaient pas du tout comment faire, qui a un rapport compliqué avec la nourriture, qui voulaient vraiment, même au-delà de l'aspect purement forme et santé, c'était vraiment retrouver, changer de vie, quoi, faire une vraie reconnexion à qui elles étaient vraiment en profondeur, une libération émotionnelle, faire une thérapie. C'était un mélange de coaching, de formation, de thérapie, coaching de vie, quoi, on va dire. Et donc, on a vraiment créé ce programme qui a cartonné, quoi. On a coaché 1000 personnes à peu près avec ce programme-là sur 3 ans. C'était énorme. Donc, ça a été vraiment une expérience incroyable, même au niveau humain, avec la rencontre des coachs.
Nous, on faisait des réunions de 20h à minuit sur Zoom avec tous les coachés et ça pleurait dans tous les sens, tu vois. Il y avait 20-30 personnes sur notre Zoom et c'était une thérapie de groupe. En fait, tu vois, le lundi, le mercredi et le vendredi soir, on avait un coaching de groupe. Ouais, ouais. Et enfin, bref, c'était incroyable, c'était fou. On mélangeait coaching de groupe, mais aussi coaching individuel. On avait créé tout un programme à distance aussi avec des modules de formation. Ben voilà, une super expérience qu'on a fait pendant 3-4 ans. Et puis après, moi, j'en ai un petit peu eu marre aussi parce que bon, c'est quand même stressant. Hein. Tu as tout ce tas de personnes à coacher. Et puis, comme tu disais, hein, soit tu passes au niveau au-dessus, mais tu es tout le temps dedans et tu deviens vraiment un gros entrepreneur. Et Ouais, puis ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu passes de ce côté-là, tu n'es plus avec l'humain, en fait, en gros. Tu règles des problèmes. Ouais. C'est un petit peu ça. Exactement. Donc, tu règles des problèmes juridiques et des problèmes techniques, mais tu ne fais plus ton métier de coach. Voilà. C'est un peu ça qui est un peu dommage. Donc, on a arrêté tout ça avec Céline. Typiquement, tu vois, pendant le confinement, nous, par exemple, on n'a pas arrêté. On a cartonné, mais un truc de malade. On était blindés. Voilà. Moi, on était sursollicité. On devait refuser des personnes. Ouais. Tellement ça fonctionnait, quoi. Et après le Covid, après le confinement, après tout ça, après qu'on ait bien bossé, on a dit avec ma femme, bon, bah, maintenant, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Et puis maintenant, on fonctionne un petit peu voilà, en mode, on a nos coachés, on a nos clients. Mais tu limites, quoi. Tu limites, voilà, on limite. Vous vous en occupez, toi et Céline, et puis vous n'avez plus de personnes à charge, enfin des employés, comme tu disais, des intervenants, etc. Plus de sous-traitants, quoi que ce soit. Puis du coup, ça m'a aussi laissé le temps de monter notamment d'autres choses, d'avoir d'autres projets professionnels. On a aussi créé dans notre maison notre autonomie. Tu vois, on a un jardin en permaculture, on a créé un centre de bien-être en physique. Donc là, on donne des cours de yoga. Céline, elle va donner ses cours de yoga. On a tout un tas de services aussi qu'on propose, voilà, plus sur Menton. Et aussi la société, du coup, avec toi, quoi. Donc, ça me laisse plus de temps aussi pour tous ces projets, notamment. Donc, voilà, là où j'en suis actuellement. Mais c'était une super expérience et qui m'a permis d'acquérir toutes les connaissances que je mets aussi au service de Diète Nutri Énergie aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que je reçois en général, une ou deux fois par semaine, des messages de personnes qui me disent c'est super ton système de publicité, mais c'est toi qui gères, comment tu fais, etc. Donc, tu vois que c'est vrai qu'ils ne doivent pas trouver quelqu'un qui puisse les conseiller de façon optimale sur ce plan-là, en fait, en gros. Donc, c'est un milieu. Le marketing sur le web, c'est un milieu très compliqué, de trouver des personnes compétentes et de confiance, surtu. Parce que quand tu es à distance comme ça, tu peux te faire entuber facilement, quoi. Tu vois, c'est pas comme en physique où tu as plus de répercussions. Là, qui va te retrouver? Ça se trouve, tu es à l'étranger. Voilà, quoi. C'est clair, c'est clair. Là, tu nous as expliqué un petit peu plus ton parcours d'entrepreneur, le beau parcours d'entrepreneur que vous avez eu donc avec Céline. Ouais. Maintenant, j'aimerais un peu que tu t'expliques. Tu vois, tu nous as parlé que tu faisais de la muscu, on avait fait du trail, etc. Aujourd'hui, où tu en es par rapport au sport, qu'est-ce que tu pratiques et quelle est ta vision du sportif, quoi, en gros. Ouais, donc c'est vrai que j'ai une vision qui est restée un peu militaire, moi, du sportif, si tu veux, si tu regardes. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté le trail aussi, enfin l'ultra trail, on va dire, parce que je voyais que ça me limitait beaucoup trop et que ça avait plus de… Tu vois, que la balance contrainte-bénéfice, ça a été plus au niveau de la contrainte par rapport à moi, ok, et à ce que je voulais. Donc, par exemple, pratiquer l'ultra me demandait beaucoup trop de temps en spécifique, en course à pied ou en trail. Pareil, ça me faisait perdre beaucoup de poids, ça me faisait perdre beaucoup de masse musculaire. Donc, je devenais complètement inefficace quand j'allais m'entraîner en muscu. Même au niveau physique, moi, j'aime bien quand même être un peu musclé et tout ça. Je me sens bien dans ce corps-là. J'ai été habitué à l'être. Donc, voilà, même sur un plan purement fonctionnel, voilà, pour porter des choses, des trucs comme ça. C'est clair. Hein. Je le vois avec mon poids. C'est sur ça, c'est clair. Tu portes des courses, tu as l'impression de porter une enclume, quoi. Non, mais c'est vrai, je peux comprendre ça. Exactement. Donc, voilà, c'est aussi une réalité qu'il faut mettre en avant, même si sur cette chaîne, sur ces podcasts, on met en avant l'ultra. Il y a aussi des facteurs limitants. Il faut en être conscient. Et moi, personnellement, les facteurs limitants de l'ultra, même sur le plan hormonal et tout ça, ne me convenaient pas. Ne me convenaient plus. J'en ai fait pendant 2 bonnes années. Et après, je dis non, en fait, c'est pas pour moi. Alors, j'adore le trail. Je pratique toujours.
On en fait des fois de temps en temps avec Guillaume. Mais voilà, ça va être ponctuel, ça va être une fois tous les 2 fois par mois à peu près. Voilà. Ouais, et puis c'est aussi dans le fait que c'est dans le contemplatif, c'est-à-dire que tu aimes la Oui, nature. Donc oui, oui, oui. voilà, c'est plus de côté-là, prendre du plaisir, mais tu n'as pas d'objectif, Non. on va dire, de performance en trail, en gros, quoi. Non, pas du tout. Là, j'étais faire en début d'année, j'étais faire le trail pas loin de chez moi. J'ai fait 20 bornes, 1000 de dénivelé, j'ai mis 2 heures. Ouais, j'ai fini dans le top 10 quand même, tu vois, c'est bien. Parce que j'ai une bonne condition physique, je l'entretiens, tout ça. Mais je m'en fous, tu vois. Je m'en fous complètement. J'ai pas du tout d'objectif par rapport à ça. Et voilà. Et puis, je ne ferai pas des distances supérieures à 20, 25 bornes. Et voilà, quoi. Ça m'intéresse plus. Si, tu avais même essayé un petit peu de faire un défi perso, et puis ça t'a pas plu, tu t'es dit c'est trop long, je passe trop de temps, Ouais. ça t'a pas convenu, quoi, en gros. Ouais, je m'étais ennuyé. J'avais fait un défi perso. J'avais fait 60 bornes avec 3007 de dénivelé. Je m'étais royalement ennuyé, quoi. C'est plus pour moi. Voilà, c'est plus un sport qui me convient. En plus, moi, j'étais tout seul, donc peut-être partager si tu avais été là ou quoi, ça aurait pu être sympa. Mais c'est vrai que je suis rentré à la maison, j'étais content, quoi, en fait, de rentrer, de retrouver ma femme et de mettre mes savates et terminer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que. Hein. Et non, mais je te disais, ouais, et donc aujourd'hui, tu Ouais. pratiques quoi comme sport enfin, je sais que tu es multisport, mais tu vas nous le dire, mais c'est quoi tes routines sportives et puis les sports que tu pratiques, quoi. Bah, c'est ce que je disais, je suis resté bloqué en fait sur le truc de soldat. Voilà, j'aimais bien la condition physique que j'avais à l'armée, de ce côté sportif hybride et qui me permet justement de pouvoir répondre à des besoins qui sont fonctionnels. Donc typiquement, ma semaine, comment elle s'organise? Bah, je vais courir 1 ou 2 fois par semaine en endurance fondamentale et je vais faire par exemple une séance de VMA ou de seuil. À côté de ça, je vais faire 3-4 séances de muscu, tout ce qui est force, crossfit, musculation, crossfit, donc soit un entraînement push-pull leg, soit du crossfit. Et puis à côté de ça, je fais des sports de combat, donc tout ce qui est là, je me suis mis au MMA. Alors attention, hein, je parle de MMA, mais je suis nul. Ouais, je suis vraiment, ouais, je suis débutant. Voilà, j'ai pas de prétention là-dedans. Donc je suis ceinture blanche, hein, je fais de la lutte brésilienne, donc tout ce qui est boxe thaï, boxe américaine aussi, striking. Et voilà, je débute dans tout ça, mais ça me passionne vraiment, j'adore ça, je suis piqué et j'en fais 4 fois par semaine, 4-5 fois, entre 3 et 5 fois, quoi. Ah, ça te fait quand même un sacré volume, alors, du coup. Ouais, carrément. Sur mes bonnes semaines de charge, je tourne à 10-12 entraînements par semaine, mais c'est des entraînements d'1 heure et demie, grand maximum, quoi. Donc, c'est Ok. plus des petits entraînements assez intensifs. Et puis voilà, donc j'ai trouvé mon équilibre comme ça, et moi j'aime ça en fait de pouvoir garder des performances qui sont intéressantes. Alors, je vois bien, tu vois, typiquement que je ne progresse pas beaucoup sur des domaines qui sont purement performance, tu vois. Par exemple, mon développé couché, ça fait des mois qu'il n'a pas bougé. Tu vois, je le sens bien parce que je fais pas suffisamment, je suis pas Ouais. suffisamment spécifique dans un domaine pour progresser. Il faudrait que je fasse que ça, que ça, que ça. Je ne fais pas beaucoup de surcharge progressive. On va dire que je m'entretiens pareil en course à pied. Voilà, l'autre coup, j'ai fait 5 fois 1000 en 3,50. Tu vois, Oui, je progresse. oui, enfin, c'est clair qu'en faisant 2 séances de course à Oui, pied, tu ne peux pas progresser en soi. Tu maintiens tes capacités, mais toi, tu n'es pas à la recherche de ça. Et justement, non. dans ce que tu nous dis, là, enfin, je sais que tu aimes bien en ce moment les sports de combat, etc. Mais est-ce que tu as des objectifs quand même en termes de sportifs, de te développer plus dans un domaine qu'un autre ou pas du tout? Ouais, bah justement, tu vois, là, en fait, cette base que j'ai acquise avec la musculation, avec le crossfit et avec la course à pied me donne un super cardio par rapport aux sportifs, on va dire, aux combattants lambda, tu vois. Et pareil, avec la musculation, j'ai quand même une bonne base et ça me permet d'avoir une bonne endurance musculaire, encore une fois, par rapport aux combattants lambda. Et ça, je le vois quand j'affronte des personnes qui ont mon niveau, que je me balade, entre guillemets, un petit peu plus par rapport à la majorité des personnes qui sont adhérents dans mon club ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça me permet d'avoir des facilités. Et donc pour tout l'aspect performance, je vois que je progresse plus. Donc muscu, crossfit ou course à pied, où mes progrès sont vraiment minimes. Mais par contre, dans tout l'aspect qui est sport de combat, où là j'ai complètement une vision différente, c'est que c'est des techniques qui sont à apprendre.
C'est un aspect Ouais. technique, tu vois. Ça va mettre un bon coup de poing, ça va remettre une esquive, un contre, apprendre à faire une soumission, apprendre à passer la garde d'une personne au sol. Tout ça, c'est un milieu que je connaissais pas du tout et qui, du coup, me donne un nouvel élan et me donne envie d'apprendre tout ça. Là, je vois une marge de progression qui est absolument énorme, tu vois. Hmm. Donc là, ça me motive carrément. Et tu vois, autant tout ce qui est sport, voilà, endurance ou force, je me maintiens et ça me permet d'avoir une bonne condition. Autant dans tout ce qui est MMA, là, j'ai envie de progresser. Je verrai où ça me mène. J'ai 35 ans. Tu vois, je peux Ouais. pas peut-être être compétiteur ou quoi. Je n'ai pas la prétention ni quoi que ce soit. Peut-être faire des combats amateurs comme ça pour voir. Sortir de ma zone de confort, ça peut être intéressant. Mais voilà, pas de prétention. C'est vraiment du loisir, du plaisir. Et puis voilà, ça m'amuse aussi, quoi. Et si tu devais choisir un seul des sports, Ah, la question à la compte. ouais. Si demain on te dit tu peux pratiquer qu'une seule activité sportive, tu prendrais Ah, quoi? aujourd'hui, je prendrais le MMA, tu vois. Ouais. Ouais, parce que Jusqu'à la fin de ta vie, hein. ouais, je prendrais soit voilà, un genre de jiu-jitsu brésilien, de la lutte brésilienne ou ouais, un sport de percussion, parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que j'ai pas encore exploré. La muscu, tu vois, j'avais mon premier banc de muscu, j'avais 15 ans, j'en ai 35, c'est bon, j'ai exploré le truc, tu vois. Même au niveau psychomoteur, au niveau réflexion, enfin, pas la muscu, tu deviens un peu neuneux si tu fais que ça au final, tu vois. Il n'y a pas, à part augmenter les poids, faire de la surcharge progressive, Oui. ça améliore un peu ta technique et tout, je suis 100% d'accord, hein, bien sûr. Mais au-delà de ça, comparativement à des sports qui sont aussi techniques et aussi variés que de la lutte, du jiu-jitsu ou du MMA, enfin, le MMA, j'ai l'impression, je pourrais en faire 50 ans, j'aurais encore des choses à apprendre, tout ce qui est arts martiaux, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a des grands maîtres, septième dan et tout en karaté, parce qu'il y a c'est tellement riche comme domaine Ouais, bah, que, ça réunit tous les sports de combat en gros, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a tellement de techniques à apprendre en ouais, gros. ouais, ouais, carrément. Donc, ouais, s'il y avait qu'un sport aujourd'hui que je choisirais, ce serait celui-là. Et aujourd'hui, le MMA est un sport à part entière. Tu vois, là, maintenant, c'est légalisé en France. Donc voilà, il n'y a plus de souci par rapport à ça. Et c'est vrai que il y a quelques années, c'était un ensemble de techniques un peu patchwork, un peu fourre-tout. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sport qui a une fédération. Il y a des ceintures. Tu peux être ceinture blanche, tu peux être ceinture jaune, verte de MMA. Alors, il faut une ceinture verte normalement pour participer au combat officiel en France. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est vraiment un sport à part entière. Ok. Bah, tu t'entraînes quand même beaucoup alors du coup, mais la place de la nutrition là-dedans, Ouais. quelle est toi ta vision par rapport à la nutrition? Explique un petit peu aussi, ben, voilà, tu l'as dit, on a beaucoup testé, tu vois, on est passé Ouais. par. D'ailleurs, on a fait une vidéo justement sur le végétarisme, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu as trouvé ton équilibre ou c'est toujours des ajustements au quotidien par rapport à ton activité? Bah ouais, c'est un petit peu ça, un peu des deux. Donc oui, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mes bases. Au Mais rien n'est final, figé, quoi. Rien n'est figé. Ça se non. trouve, voilà, d'ici quelques mois ou quelques années, tu diras, bah, je reviens, je réintègre certaines choses ou j'enlève certaines choses. Tu es toujours à l'écoute de ton corps, quoi, en gros. Oui, si mon corps me réclame d'ajouter ou d'enlever quelque chose, je le ferai. J'ai essayé au maximum d'enlever tous les dogmes ou les pensées que je peux avoir par rapport à ça, de démentaliser au maximum la chose et de laisser mon corps s'exprimer au maximum. C'est pas toujours évident de faire, on est d'accord. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre, justement. Bon, bah, au niveau moi, je mange quand même beaucoup par rapport à toi, notamment. J'ai quand même une plus grosse masse musculaire et puis j'ai habitué mon métabolisme à manger pas mal. Je le vois bien. Donc, moi, je tourne autour des 3500 calories. Euh, je suis à 2 grammes de protéines, 1 gramme 2, 1 gramme 5 de lipides et puis tout le reste en glucides, quoi. Donc, typiquement, ça me fait des journées à 450 grammes de glucides que j'ajuste en fonction de mes entraînements. Quand je suis en phase de repos, en jour de repos, ben, j'en mange moins des glucides. Quand je suis en 2 séances par jour là, ou 12 séances par semaine, ben, j'en mange un peu plus. Mais voilà, relativement, ça reste très cadré, très sain. Ouais, en fait, tu as une alimentation qu'on peut dire basique, quoi, en gros. Ouais, Tu te casses pas la tête. Je vois très bien tes repas. Tu te casses pas la tête, quoi, en gros. ouais, franchement, C'est sain, mais basique. Tu vas pas chercher à faire des non. préparations, etc. Voilà. Typiquement, ce serait quoi ton plat préféré, quoi, du coup?
Bah, ce que je fais, c'est sain, mais simple. Ça ressemble énormément au mec du fit game, en fait, hein, du monde du fitness, ce que je fais. Hein. C'est une diète, entre guillemets. C'est le mec qui fait de la musculation sainement, il va manger comme moi, quoi. Donc, le matin, typiquement, je vais manger des flocons d'avoine avec des blancs d'œufs et des noisettes, tu vois. Et voilà, ça fait le taf. Ça me cale jusqu'à, je mange les 7 heures, ça me cale jusqu'à midi, 13 heures, tu vois. Je suis bien. Si je fais du sport ou je fais une grosse séance, je mange ma banane. À 4 heures en général, le midi, ben moi, c'est riz d'Inde ou riz poisson avec des courgettes, des haricots verts, Voilà. un filet d'huile d'olive. Voilà. Et à 4 heures, j'adore me faire un gâteau à la patate douce ou des patates douces. Voilà, avec Ouais. quand même une source de protéines animales. Ça peut être du poisson ou des blancs d'œufs. Voilà. Et le soir, bah, du quinoa avec de la dinde ou du poisson, quoi. Et des légumes. Putain, le Voilà. truc. Ouais, non, mais des fois, tu sais, on cherche à se casser la tête, mais en fait, c'est simple de bien manger. Voilà. Oh, moi, je fais Des légumes, une source de protéines, on va dire une féculent. ration du glucide, et puis des bons assaisonnements, et puis voilà, C'est réglé, quoi. Je ne ouais. me prends pas du tout la tête. Et c'est simple. En fait, même au niveau de mon organisation, tout est cadré. Enfin, j'ai une charge mentale, alors que pourtant, c'est mon travail. Hein. L'alimentation et la nutrition, j'y pense jamais, en fait. J'ai trouvé ce qui est bon pour moi, je le duplique, et puis c'est réglé. Tu vois, de temps en temps, je me fais des jus de légumes, une, deux fois, ouais, trois, quatre fois par semaine, on va dire plutôt. J'aime ça, ça me rapporte mes vitamines, mes minéraux, c'est génial, j'adore ça. Puis en plus de tout ce que je fais 4 repas par jour, une petite collation quand j'ai fait beaucoup de sport. Enfin voilà, ça casse pas trois pattes à un canard et c'est pas compliqué du tout, quoi. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est sûr que voilà, j'ai optimisé les choses, notamment sur le plan macronutritionnel. Je sais exactement ce qui est bon Qu'est-ce pour qu'il te faut, moi. quoi. Ouais, ouais, voilà, j'ai trouvé la perfection pour moi. Et c'est pour Ouais. ça qu'au final, ça me prend plus de temps. Tu sais comment ton corps fonctionne, en gros, c'est ça. Oh oui, non, mais carrément. Je sais, voilà. Et c'est ça que je trouve des fois un peu aberrant dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à certains sportifs de haut niveau, notamment dans les sports d'équipe, qui ne connaissent pas ces fonctionnements-là chez eux et pour eux. Et enfin, je trouve ça grave, quoi. Tu vois, parce Ouais. que nous, on est tout le temps dedans, on connaît notre corps à la perfection et je trouve ça dommage que des sportifs passent sur ce levier de performance, quoi. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. On va arriver à la fin, mais ce que je voulais Ouais. que tu nous dises, enfin, ou que tu nous donnes, c'est un petit peu un livre, par exemple, à recommander, tu vois, sur qu'est-ce que toi qui t'a marqué et que tu recommanderais à quelqu'un, par exemple. Un Ouais. livre, même tu vois, un documentaire, je sais pas, une vidéo. Pouah, putain, c'est vaste ce que tu me demandes parce Ou que récemment, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as lu c'est vaste tout ça. Alors, Par exemple, un livre, tu vois, qui concernerait la nutrition, un livre, on va dire, de développement personnel et un livre sur le sport, par exemple, tu ouais, vois. alors sur la nutrition, moi, la personne que j'aime le plus, on va dire, c'est vraiment un de mes mentors, c'est Robert Masson, qui a écrit Diététique de l'expérience. C'est un naturopathe à la base qui est vraiment exceptionnel, qui a créé une école de naturopathie. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'école de naturopathie que je recommande à tout le monde. Vous pouvez même vous former à distance, donc ça, c'est génial. Et voilà, c'est un mélange de. Lui, il a vraiment une approche qui mélange la naturopathie d'un côté, avec toute l'approche holistique, mais aussi le côté très terre-à-terre, scientifique et diététique que tu peux retrouver notamment dans le sport. Donc, moi, j'aime beaucoup ce monsieur qui malheureusement est décédé. Et voilà, donc il y a vraiment ce livre Diététique de l'expérience qui rassemble pour moi Ok. tout ce qu'il y a à savoir. Super. Alors, sur le plan sportif, bah là, je vais te dire, le dernier que j'ai lu, c'est le livre de Georges Saint-Pierre. Ah oui, tu m'en as parlé, ouais. Ouais, alors je sais plus, c'est L'art du combat, je crois, le titre. Voilà, c'est sa biographie, donc elle est facilement trouvable. Voilà, vous la trouvez facilement. Georges Saint-Pierre, qui était un grand combattant à l'UFC, que j'ai adoré. J'aime bien parce qu'il y a toute la partie prépa mentale et aussi la partie voilà, purement arts martiaux. Voilà, Georges Saint-Pierre, moi, c'est vraiment des athlètes, des combattants, on va dire, que je préfère, qui restent su rester très humbles. Tu vois, c'était pas le combattant. Tu vois, des fois, on se fait une fausse image des combattants UFC. Tu vois, des gens qui font du MMA, on pense que c'est des gros bourrins qui n'ont pas de cerveau, puis qui vont taper dans tout ce qui bouge. Il faut se rendre compte que Pas c'est du pas tout, du ouais. tout ça. Et c'est des gens qui sont pas violents en général.
Et au contraire, le MMA est un sport qui est tellement compliqué et technique que tu peux pas être débile en fait. Voilà. Tu peux pas faire l'impasse sur. C'est tellement technique que quelqu'un qui est un petit peu limité ou qui pense qu'à la bagarre, Ça bah, il ira fait pas, pas du quoi. MMA. Peut-être qu'il fait. Voilà, la boxe anglaise est très technique aussi, mais il ira peut-être plus se tourner vers la boxe anglaise Ok. ou des sports un petit peu plus de contact. Voilà, sans jugement aucun. Et maintenant, sur le plan peut-être développement personnel, donc moi, j'adore en fait la philosophie de Nietzsche. Voilà, pour moi, c'est un des philosophes qui est les plus inspirants de notre civilisation. Donc, je suis tombé sur ses écrits il y a 2, 3 ans et je me suis aperçu que j'étais nietzschéen sans le connaître. Donc, j'ai lu Nietzsche et je me suis dit, waouh, c'est moi. J'ai pas embrassé sa philosophie en mode j'aime cette philosophie, donc je vais essayer de la mettre en place dans mon quotidien ou de l'incarner. Tu l'as Non, incarné déjà, quoi. voilà, en fait, toi aussi, hein, on en a déjà suffisamment parlé, mais sur certains points d'ailleurs. Et je me suis dit, en fait, je suis nietzschéen sans le savoir, j'étais nietzschéen sans le savoir. Et il y a beaucoup de sportifs, et d'ailleurs, je pense que des sportifs d'ultra-endurance sont aussi des personnes qui sont nietzschéennes. Il y a une de ces phrases qui est la plus connue, c'est « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Voilà, Ok. c'est une phrase très célèbre de ce philosophe. Et donc, voilà, moi, je conseillerais, voilà, c'est mon avis, mais je Ouais. pense que c'est vraiment un monstre du développement personnel, de la philosophie et de la psychologie. C'était un excellent psychologue, Nietzsche. Et je trouve que malheureusement, le développement personnel, plus le temps passe et plus va vers un truc un peu, ça me saoule, un peu fleur bleue, un peu gentil, Exactement. un peu trop bouddhisto. Tu vois, c'est mettez-moi une claque, je tendrai l'autre joue. Tout est amour, tout est beau, tout est rose. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Le monde des petits oiseaux. Mais malheureusement, voilà, moi, ce que j'aime chez Nietzsche, et c'est quelqu'un qui a écrit ses écrits il y a plus de 200 ans, c'est que c'est quelqu'un qui, justement, va chercher dans l'ombre des personnes. Voilà, dans sa psychologie, il va vraiment aller chercher nos zones d'ombre et explorer tout ça. Et c'est ça que moi j'aime, l'être humain. On n'est pas un petit être tout beau, tout rose. On a aussi nos faces cachées, nos faces sombres. Et j'aime aller les explorer grâce à la philosophie de Nietzsche. Et aussi, il parle d'un concept qui est la volonté de puissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui, justement, ont envie d'affirmer cette volonté de puissance. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Nietzsche. Après, en deuxième bouquin, que voilà, je pourrais parler, c'est un incontournable, on va dire, c'est Épictète, voilà, le manuel d'Épictète, voilà, par rapport au stoïcisme. Et le stoïcisme aussi, c'est une super philosophie pour les sportifs qui nous permet de bien rester alignés, ancrés vers nos objectifs sans être touchés par le monde qui nous entoure. Je pense que le stoïcisme combiné à Nietzsche, c'est vraiment une super arme par rapport à la société dans laquelle on vit, qui part un petit peu en cacahuète. Voilà, c'est ce qui me permet de rester droit dans mes bottes en tout cas. Ok. Voilà. Bah, merci pour tout ça, alors. Je pense que Alors, là, ils ont de quoi. Enfin, les auditeurs, ils auront de quoi ouais, alors de lecture, on va dire. pour les personnes qui veulent se mettre un peu à Nietzsche, moi ce que je conseille toujours, c'est il y a des vidéos qui Bah, sont tu m'avais envoyé les vidéos YouTube d'ailleurs. ouais, sur YouTube, vous tapez Nietzsche, vous trouvez 2, 3 philosophes, des jeunes, en plus des mecs qui ont notre âge. Je pense à le précepteur Charles Robin et Julien Mhm. Rochdy qui en parlent pas mal, qui en parlent bien et qui arrivent à faire des initiations à Nietzsche. Une fois que vous avez déjà un petit peu écouté des podcasts, regardé des vidéos, là vous pouvez acheter les livres et lire les livres. Mais si vous faites l'erreur, comme moi j'ai fait, d'acheter d'abord les livres, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses en fait. Hein. Je pense à Ainsi parlait Zarathustra, qui pour moi c'est le meilleur livre au monde. Je l'ai lu une première fois, j'ai rien compris. Je me suis formé à la philosophie de Nietzsche, je l'ai relu et je le relis régulièrement. Et après, j'ai compris beaucoup de choses. Ok, Donc, n'y allez pas tout de suite comme moi, j'ai fait le bourrin et en fait, j'ai rien compris. ok, ok. Donc voilà, vous avez quelques pistes pour vos grandes sorties longues Voilà. avec les podcasts et tout ça. C'est sympa quoi. Mais bon, ça fait réfléchir après. Bon, bah, c'est cool. Ben, c'était bien d'échanger ensemble sur ton parcours. C'est, tu vois, tant au niveau, parce qu'on parle souvent, voilà, c'est un podcast ultra endurance, mais on se rend compte que ben, il y a beaucoup de notions quand même physiologiques, psychologiques, et que tout est interrelié entre le parcours pro et le parcours sportif aussi, quoi, tu vois. Carrément. Je pense que ça va être très inspirant pour ceux qui vont Euh, écouter ça. J'espère. C'était cool d'échanger par rapport à ça. Je sais pas, tu as quelque chose peut-être à rajouter
Bon, non, écoute, je pense on a fait le tour par rapport à tout ça. Donc, voilà, comme tu dis, ce sera un bon podcast pour écouter dans une Exactement. sortie longue ou quoi. Puis ça fait plaisir de faire des bons podcasts bien longs comme ça, puis de partager un petit peu au-delà de tous les conseils qu'on peut dire, etc. C'est Mhm. cool. Mais là, du coup, on rentre un petit peu plus dans l'humain et dans le parcours de chacun, comme on a fait avec toi. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les gens de comprendre qui on est, d'où on vient, et puis peut-être d'être inspiré, et puis peut-être de faire autre Exactement. chose, Que de c'est se ça notre lancer. but, hein. C'est pas, voilà, c'est pas tu vois, on donne des conseils, mais on n'a pas la sainte parole. Et puis le but, c'est juste d'aiguiller un petit peu les gens et puis surtout d'inspirer. C'est-à-dire si ça peut inspirer quelqu'un et puis qui se met à changer sa vie ou se Ouais. met à faire du sport, etc. Mais c'est ça la plus belle des victoires, en fait. Ouais, mais de toute façon, je pense que beaucoup de choses viennent de la nutrition, en fait, hein. La clarté d'esprit que tu Ah oui, obtiens quand tu changes ta nutrition, ah moi, oui, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, hein. ah ouais. J'étais dépressif. Enfin, là, on en parle, c'est rigolo, c'est marrant. J'étais chez le psy, il m'a donné des antidépresseurs. Ha, ha, Mhm. ha. Mais quand on est dans la situation et qu'on le vit, moi, j'étais vraiment au bout de ma vie, en fait. Ah En ouais. quelques semaines, en changeant de ma diète, mon alimentation et en mangeant complètement différemment, en apportant un gros volume de micronutriments et tout, je suis passé de quelqu'un de dépressif à quelqu'un qui pleurait chaque matin, à remercier la vie de gratitude, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est un switch qui est complet et je pense que le fait de changer son alimentation emmène toute une cascade d'événements. Et si on réfléchit maintenant, ça fait 10 ans, je veux dire, j'ai bu mon premier jus de légumes il y a 10 ans et ça m'a amené à être entrepreneur à succès, à vivre dans le sud de la France avec une femme magnifique et merveilleuse. Enfin, Ah ouais. tout est parti de là, quoi, en fait, hein. Non, mais c'est ça, et c'est ce que je te dis toujours, c'est-à-dire que moi j'ai ce sentiment-là, grâce à la nutrition, c'est d'avoir, comme tu l'as dit, clarté d'esprit et ce petit temps d'avance, en fait. Tu Ouais. vois? Mm. Ce petit temps d'avance où des fois je me dis, ah ouais, en fait, j'ai la capacité de voir un peu plus large et peut-être avant certaines personnes, tu vois, sans être dans le jugement, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'ai réellement ce sentiment-là, ce sentiment-là. Au-delà Ah de ouais. l'énergie que ça apporte, etc. Là, on parle plutôt du côté psychologique, mais c'est clair que ça ouvre un champ des possibles incroyable. Ouais, carrément. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi, et puis je sais que pour toi aussi, d'emmener des personnes, d'inspirer des personnes, d'initier des personnes à ce mode de vie. Et nous, c'est cool qu'on fasse des retours. Voilà, vous adhérez, tant mieux. Vous adhérez pas, tant pis. Mais voilà, nous, ça nous a vraiment transformé, ça a changé notre vie. Et voilà, moi, ça m'a sauvé, quoi, hein. C'est tout bête, on ne se rend pas compte, mais le corps et l'esprit sont intimement liés. Et si on laisse son corps de côté, si on le dénigre, on aura les pensées qui vont avec. Ouais, et puis tu vois, tu en reviens à ce que tu disais, là, tu as bu ton premier jus de légumes, ça t'a amené ça, mais indirectement, tu as tiré plein de personnes avec, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, moi, j'ai tiré d'autres personnes qui tirent d'autres personnes, et c'est incroyable le champ d'action que ça prend, en fait, tu Mais vois. c'est clair. En fait, ça me fait penser au film, tu sais, L'effet papillon. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un tout petit truc, une personne qui change, et au final, ça a un impact sur des milliers. Donc, ça aussi, ça peut être inspirant pour les auditeurs, les gens qui nous écoutent. Ben voilà, si vous faites vraiment un gros switch et que justement, vous décidez d'incarner qui vous êtes et d'aller vers un mode de vie plus sain, et même au-delà du mode de vie aussi, une vision du monde qui est plus saine et plus positive, et ben forcément, ça va impacter tout votre entourage qui, lui, va pouvoir impacter. Et je pense qu'au final, on ne se rend pas compte, mais c'est un peu comme ça qu'on change le monde aussi, quoi. Bah ouais, ouais. À notre niveau, on fait ce qu'on on fait ce qu'on peut. Voilà. Ok, Pierre, bah écoute, c'était super sympa d'échanger là-dessus. Yes, grave, ça m'a fait super Voilà. plaisir. Voilà. Donc, on va laisser tout le monde sur ces belles paroles-là, et puis on va continuer à faire aussi nos différentes capsules, etc. Et Ouais. puis, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule alors. Pas de souci. Bon, allez, mon pote. Allez, à Bonne plus. journée à toi, bonne journée Bonne à journée. tous les amis. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.